Bonjour à tous. Et à nouveau, comme régulièrement, tout au long de ces 2 journées, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres de films en Bretagne. Et je suis ravie de vous voir présents pour cette dernière table ronde qui va s'intéresser à l'écriture accompagnée. Et nous avons le plaisir d'avoir confié la modération de ce rendez-vous à Céline Dréan, qui est une auteure-réalisatrice qui vit et qui travaille en Bretagne et qui est administratrice de films en Bretagne et qui est très associée à cette question et qui va, avec ce parterre d'invités qu'elle va vous présenter, élaborer toute une réflexion, une parole collective autour de ce sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et merci d'être là finalement nombreux malgré le fait qu'il soit 14h et qu'il fasse très beau et qu'on puisse hésiter entre une sieste au soleil et que certains peut-être commencent à sentir les courbatures de conséquences de certains déhanchements divers et variés de la veille. Donc merci vraiment d'être là. On va essayer de pas se laisser gagner par la torpeur possible. Donc, pour discuter pendant 2 heures de cette question de l'écriture accompagnée en documentaire. Donc, on sait que l'écrit, le dossier, le texte, c'est un outil important, voire assez central à certains moments de la production d'une œuvre, en France en particulier. On travaille dans un écosystème dans lequel le dossier est très important, à la fois pour des questions de recherche de financement, mais aussi dans l'élaboration du projet comme outil de travail. Et il se trouve qu'on voit peut-être de plus en plus des formes d'accompagnement à l'écriture qui se mettent en place. Sur du documentaire, ce qui n'était pas peut-être aussi fréquent que dans la fiction, mais on en parlera tout à l'heure. Avec des personnes qui viennent aider à écrire d'autres auteurs-réalisateurs à différents moments, selon différentes formes. Et c'est une pratique qui se développe et qui est à géométrie variable, et pour laquelle on va essayer de regarder un peu quels sont les cadres réglementaires qui existent, quelle est la terminologie qui permet justement ces cadres, et est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses à continuer à penser, à élaborer, à questionner ensemble. Je vais vous présenter d'abord nos 4 invités. Alors en commençant par Laurence Kirsch, qui est à ma droite, qui est auteure-réalisatrice de documentaires, qui vit en Occitanie. Ensuite, Olivier Donizo, qui est ici en tant que script doctor, qui a aussi des expériences d'écriture, un travail d'auteur aussi, et qui a aussi connu, et peut-être encore, un travail de production, et il nous expliquera en quoi les choses peuvent être liées et avoir eu des conséquences. À sa droite, Nicolas Mazard, qui est, attention, il faut que je dise le bon terme, qui est responsable juridique de l'audiovisuel à la SCAM, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est régulièrement associé à des réflexions ici aux rencontres de films en Bretagne. Et tout au bout, Caroline Roussel, productrice au sein de la société Arturo Millau, et qui produit beaucoup de documentaires et aussi de la fiction, qui est membre du SPI et présidente de la commission télévision de la ProCirep. Alors, pour commencer un peu à réfléchir sur cette question qui nous intéresse, on va partir des pratiques, plutôt que partir de ce qui se fait, de comment ça se boutique, tout ça, et puis petit à petit essayer de les définir, peut-être de les classer un peu, et aller interroger les choses plus réglementaires dans un deuxième temps. Alors peut-être, Laurence, toi qui es réalisatrice et qui a connu des formes de travail à deux avec justement un accompagnement de ton écriture, des formes différentes, est-ce que tu peux un peu nous raconter ces expériences ?
Donc, moi, j'ai été invitée ici pour parler avant tout de l'expérience, ma dernière expérience où j'ai sollicité un script doctor, comme Olivier. Et donc, j'avais auparavant écrit plusieurs films, mais bon, pour moi, la phase de l'écriture n'était pas du tout évidente. J'ai besoin de beaucoup de temps et de me confronter au réel et d'être donc dans un repérage, voire un pré-tournage très important. Et là, sur ce film-là, où j'avais tourné depuis de longues années et que j'étais encore à la phase de l'écriture, parce que le film n'était pas terminé, c'est la première fois que j'ai eu besoin et le désir, mais c'était aussi une rencontre avec un script doctor d'Occitanie, Kees Baker, qui proposait en fait ses services. Et j'ai sauté sur l'opportunité d'être non pas accompagnée, hein, comme on disait tout à l'heure, mais d'avoir une expertise assez rapide et sur Enfin, moi, j'avais des besoins très particuliers parce qu'au moment où j'ai sollicité ce script doctor, j'avais une attente et un besoin. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je cherche vraiment ? Et en fait, c'était sur la structure dramatique du film et pas sur la problématique, mais sur la tension dramatique du film. J'avais besoin que quelqu'un soit très radical, comme l'est la monteuse au moment où on amène tous nos rushs, et elle conforte mes choix. Et là, sur le stade de l'écriture, enfin, la collaboration avec ce script doctor m'a permis d'être beaucoup plus... Alors, c'est des mots que je n'utilise pas d'habitude, mais d'être beaucoup plus efficace et de rester vraiment sur la tension, sur la problématique du film. Et donc, de renoncer à des séquences ou à des orientations du film qui ne faisaient pas partie du film. Enfin, c'était lui qui, de l'extérieur, me disait « ça, tu peux... » Alors, très rapidement, en 2 jours, on s'est vu 2 fois, m'a dit « ça ne fait plus partie du film, ça ne fait pas partie du film. » Et ça m'a permis d'être plus à l'aise sur le dernier travail d'écriture de mon film. Voilà. Après, quand je me suis dit, bon, qu'est-ce que je cherche vraiment ? Il y avait aussi au préalable, avec cette personne-là, un rapport de confiance. Alors, je ne sais pas comment s'instaure le rapport de confiance avec le script doctor comme avec la monteuse, mais c'est aussi on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de la place de chacun. C'est-à-dire qu'il m'a dit, et il m'a rassuré dès le départ, en disant, de toute façon, je ne vais pas être co-auteur sur ce film-là, vu comment tu as déjà travaillé, comment tu t'es déjà investi, comment tu as déjà écrit, je prendrai cette place-là. Et donc, du coup, la relation de co-travail sur cette dernière phase d'écriture était bien claire. Et donc, il y a une dernière expérience dont je peux parler rapidement aussi. Ça évoque aussi l'enjeu des dossiers, du travail d'écriture, parce que pour nous, j'imagine que pour beaucoup, le fait d'écrire, le fait de réaliser, c'est pas du tout... en tout cas pour moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout la même histoire. Parce qu'autant, dans mon histoire personnelle, j'avais été habituée à raconter des histoires en faisant des photos, en faisant des films Super 8. Enfin, ma manière d'interroger le monde et de raconter le monde, c'était l'image. Et de revenir et de passer à l'écriture avec un cursus scolaire laborieux, pour moi, c'était hyper fragilisant, quoi. Donc c'est pour ça aussi que le script doctor est intéressant, c'est qu'il légitime, il conforte, il rassure sur l'écriture. Donc tout ce travail d'écriture était compliqué. Et donc là, dernièrement, j'ai travaillé sur un nouveau projet de film, et le producteur... pour moi, n'a pas respecté ma lenteur. Mais c'était normal, parce qu'on avait les échéances d'un film qu'on devait commencer, etc. Et donc, de soumettre le dossier, CNC, ProCirep, etc. Donc, on travaillait bien tous les deux sur l'exercice de la maïotique. Moi, j'étais contente. Je sentais que le moment où j'allais enfin sortir la problématique du film, voilà, ce dernier moment où ça sort, je n'ai pas pu l'avoir, parce qu'il m'a dit... Bon, alors pour le dernier travail d'écriture, le moment où on va mettre le dossier en forme, etc., pour obtenir les aides, je vais le faire passer à quelqu'un d'autre qui sera plus efficace, etc. Et là, je me suis effondrée, enfin pas de l'extérieur, j'ai continué à travailler, etc. Mais j'ai compris 2 mois après qu'en fait, il m'avait coupé les pattes. Mais il y était pour rien, il ne savait pas non plus ça. Lui, il avait envie de m'aider, mais il ne m'a pas du tout aidé, il ne m'a pas laissé faire le dernier saut, quoi. Et voilà, donc ça, c'était une expérience un peu compliquée, mais enfin, qui consolide aujourd'hui, pour moi, qu'est-ce que je cherche vraiment dans le travail de coécriture. Ces expériences-là
finalement peu à peu construisent toi ta vision de ta place et te permettent toi à titre individuel de décider ce qui est bon pour ton travail ou ce qui est plus compliqué, etc. Ouais. Olivier, toi qui es de l'autre côté, est-ce que tu peux expliquer justement cette place-là? On voit bien que quand Laurence raconte ses expériences, c'est une place qui présente plein d'enjeux. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces différentes formes et quels enjeux elles impliquent? Mais c'est vrai que moi, je me suis autoproclamé un beau jour script doctor et j'ai eu plusieurs fois, après une expérience de producteur, c'est-à-dire que j'ai produit une quinzaine de films documentaires et je continue un petit peu cette activité de producteur, mais ayant éprouvé la place du producteur et aussi un petit peu celle de l'auteur, je me suis dit, bon, en tant que script doctor, je ne me mets ni à la place de l'auteur ni à la place du producteur, c'est un petit peu... Alors, c'est pas tout à fait entre les deux, c'est ailleurs, mais effectivement, moi, j'ai senti plusieurs fois le danger de répondre oui à une proposition d'être co-auteur. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très complexe, d'écrire à deux et de se revendiquer. Je parle même pas de la répartition des droits. Est-ce qu'on est 50-50? Est-ce qu'on est 99-1? C'est pas du tout ça la question. Mais c'est une question pour utiliser le vocabulaire juridique, de paternité. J'ai voulu éviter cette place-là de co-auteur et je l'ai refusé plusieurs fois. Et quand je propose Script Doctor, effectivement, c'est une étiquette qui n'est pas très utilisée en documentaire, qui vient de la fiction, mais les personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit les producteurs ou que ce soit les auteurs, ont compris l'étiquette et du coup on a pu travailler et installer une relation opérante. Voilà. Que dire de plus Est-ce que tu peux dire très concrètement ouais. Comment tu travailles en fait, et s'il y a différentes manières de faire, mais de manière très concrète? Ouais. Il y a l'intervention très technique qui est on me demande de lire une version et de faire un retour analytique, autrement dit une fiche de lecture, qui souvent est accompagnée d'un entretien avec l'auteur. À la suite de la fiche de lecture, qui est un document entre 3 et 5 pages qui fait le tri entre les points forts du projet, les points faibles du dossier, et ce qui est toujours, selon moi, parce que c'est ma subjectivité qui parle à chaque fois quand même, et ce qui est, selon moi, des pistes de réécriture. Ça, c'est une intervention qui est assez peu impliquante. Voilà, c'est une façon d'intervenir. Ça peut être une fois, et puis ça peut déboucher sur une deuxième fois, ou ça peut déboucher tout d'un coup sur une collaboration, ce qu'on pourrait appeler un accompagnement. Le mot peut poser problème, mais l'accompagnement, ça peut être par exemple d'un commun accord avec le producteur, l'auteur du projet, on détermine 1, 2 ou 3 séances de travail qui peuvent se faire sur 2 ou 3 jours consécutifs, puis un temps d'aller-retour, puis 1 mois et demi après, encore une petite session. Et là, du coup, c'est autre chose. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Oui, et puis, je ne suis pas très clair, mais c'est les 2 formes principales, en fait. Hein. Et on verra après comment on peut les qualifier. Est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est est-ce que c'est du travail dans un cadre salarié ou est-ce que c'est plutôt un travail qui pourrait être fiscalement du côté du droit d'auteur en termes de rémunération? Ce qu'on voit déjà dans vos 2 expériences, c'est qu'effectivement, ça peut être un travail d'une journée, comme ça peut être un travail d'un an. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui se définit, soit se définit très clairement dès le départ, soit peut évoluer, etc. Tu parlais de ton travail de producteur aussi, et peut-être de ce qui a pu lier ces 2 activités. Caroline, toi qui te situes à la place du producteur, est-ce que tu peux nous dire, dans ce duo qui travaille, d'abord, est-ce que c'est souvent les producteurs qui sollicitent cette intervention ou les auteurs? Ça peut-être on en reparlera après, mais toi, ton point de vue, comment tu te situes autour de ça? Notamment, on a parlé du fait que le dossier, c'est aussi un outil de production qui connaît les attentes des diffuseurs et des partenaires, etc. Comment tout ça peut s'organiser? Je dirais que
Bon, d'abord, on constate plein d'évolutions dans notre métier qui se réinventent, s'adaptent à des nouvelles conditions de production, à des nouvelles relations avec les diffuseurs. Enfin, on assiste à voilà, un certain nombre de petites révolutions qui sont arrivées aussi, à des révolutions techniques. Effectivement, des fois, on n'écrit plus, on n'a plus besoin, on tourne. Ça arrive de plus en le producteur est de plus en plus confronté aussi à des projets qui arrivent, qui sont tournés. Bon, ça pose plein de questions. Pour revenir vraiment au sujet qui nous intéresse, à l'évidence, je vais dire une banalité, mais un accompagnement, il faut qu'il soit choisi. Il faut qu'il soit choisi aussi bien par l'auteur que par le producteur. Si c'est subi, ça ne va pas, ni dans un sens, ni dans un autre. Donc on en revient toujours à la relation de confiance qui s'est établie entre un auteur et son producteur. Cette relation, elle s'établit sur le fait que on parle d'un projet dont l'auteur a la paternité et la question, le producteur est déjà un accompagnant de ça, aide à accoucher, aide à amener le projet où il doit aller et où l'auteur pense l'emmener. Donc il faut qu'il trouve les outils communs, le dialogue commun pour avancer ensemble. Il y a plein de façons d'aider ou d'accompagner un auteur qui peut être en difficulté ou dont on sent, par exemple, et de s'aider soi-même en tant que producteur, parce que on a écrit, réécrit, réécrit, on ne sait plus, on n'a plus le regard, on n'a plus la distance, on est empatouillé dans quelque chose où on sent que la crispation peut arriver et que c'est jamais très bon pour le projet. Donc on a besoin de ce regard extérieur. Il y a plein de façons, je pense, de trouver ce regard extérieur. Il y a à la fois l'intervention d'un consultant sur le scénario. Donc en général, on demande une consultation sur le scénario. C'est ce dont tu parlais, le premier cas de figure qui est... il n'y a pas forcément de rencontre. Au départ, il n'y a pas d'humain qui rentre là-dedans. Il y a quelque chose de très technique. Je fais une fiche de lecture. Je décris les points forts, les points faibles, etc. Parfois, ça suffit à décoincer quelque chose. Il peut aussi donner des pistes de réécriture ou repositionner le film où il doit être. Mais il y a aussi plein d'autres façons. On a un réseau de résidences, d'écriture, de forums de pitching, d'endroits de rencontre. La SCAM fait beaucoup, la SACD aussi. Les auteurs peuvent se présenter leurs projets, présenter à des producteurs. Et tous ces retours-là sont aussi une façon de faire accompagner le projet. On est toujours très content quand on peut soumettre un projet dans une résidence d'écriture, un lab. En plus, ça l'inscrit quelque part dans un parcours et dans un circuit qui fait que il va être confronté à plein de retours qui peuvent l'aider à se fortifier. C'est-à-dire la question que j'entends très bien, dont tu parlais tout à l'heure, qui est quand on fragilise un projet, c'est dommageable pour tout le monde. Tout le monde va y perdre parce que la pression, ça fonctionne pas. Donc ça fait un peu de mal à entendre qu'on a pu s'emparer de ton projet, le faire réécrire par quelqu'un, parce que sous prétexte qu'il fallait que le dossier soit déposé. En plus, c'est plutôt gentil de ta part de dire que bon, à la rigueur, il a fait faire son outil, le producteur dont il avait besoin pour le financement. Donc bon, soit. Mais ça pose quand même certains problèmes. Moi, je reste convaincue qu'un dossier qui est très abouti, c'est un gros travail de fait pour la suite. Pour d'ailleurs s'en éloigner, y revenir au tournage, au montage. On peut prendre des chemins de traverse et puis se dire, bon, mais on a toujours cette intention qu'on avait au départ, qu'on a bien décrite, etc. Quand on est un peu perdu, on peut y revenir. Donc c'est vrai que quand même ce dossier n'est pas qu'un outil technique de financement, c'est aussi un point fort pour tout le monde, pour se retrouver, revenir à l'intention de départ. Parce que des fois, quand ça dure 1 an, 2 ans, on a le droit de se perdre un peu. Nicolas, donc on a vu qu'il y avait des termes qui sont utilisés par les uns et par les autres, script doctor, consultant,
co-auteur parfois. Est-ce que tu peux... alors toi, à la SCAM, tu reçois régulièrement, malheureusement, des coups de fil de gens qui sont dans des difficultés, dans des conflits autour de ça. Mais peut-être qu'aussi tu reçois des coups de fil de gens qui disent « tu sais, c'est super, ça se passe vachement bien et je voulais te le dire. » Ça, c'est plus rare. Est-ce que tu peux un peu débroussailler ces questions de termes, peut-être en partant justement des endroits où ça peut être conflictuel, flou, imprécis, des écueils dans lesquels ne pas tomber, etc. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, j'ai peu de gens qui m'appellent pour me dire que tout va bien. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, les gens me disent « Mais vous ne trouvez pas que ça se dégrade dans l'audiovisuel ?» Et je dis moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'audiovisuel, mais comme les gens me soumettent que des problèmes, effectivement, c'est pas toujours très positif. Donc, j'essaie de positiver à partir des cas qui me sont présentés quand même. Voilà. En réalité, en fait, je pense qu'il faut peut-être revenir un petit peu aux bases, parce que moi, évidemment, SCAM s'occupe du droit d'auteur, donc ma vision des choses, elle est celle du droit d'auteur, c'est un angle juridique. C'est pas le seul angle sous lequel doit être vue une collaboration ou une œuvre, mais enfin, en tout cas, c'est celui sous lequel on regarde les choses à la SCAM et dont les choses d'ailleurs s'ordonnent finalement assez bien. La réalité aussi, c'est que le droit d'auteur et le droit, de toute façon, se construit aussi à partir de la pratique. C'est-à-dire qu'il ne vient pas comme ça dire ça va être comme ça maintenant, et tant pis si vous êtes organisé autrement. En règle générale, on voit ce qui se fait, et après, on établit des règles. C'est comme ça que ça se passe en règle générale, heureusement. Pour le droit d'auteur, en fait, et pour l'audiovisuel, il faut savoir déjà se rappeler que être auteur d'une œuvre, c'est bien sûr avoir un droit, un monopole sur l'exploitation de l'œuvre. Un droit qu'en règle générale, on cède par contrat au producteur. Mais avoir le monopole sur l'exploitation de l'œuvre, c'est quand même important. Et c'est la raison pour laquelle le législateur, il y a bien longtemps de ça maintenant, s'est dit, c'est vrai que sur un plateau de tournage, il y a beaucoup de gens qui apportent une collaboration artistique. Il y a le réalisateur, il y a le scénariste, mais il y a aussi les acteurs, il y a les chefs opérateurs, il y a l'ingé son, il y a le monteur, il y a le décorateur, l'accessoiriste, enfin on n'en finit plus, quoi, j'ai envie de dire. Et donc si je donne à chacun d'entre eux un monopole sur l'exploitation de l'œuvre, ça va être l'enfer. Ou en tout cas, on risque de compromettre très gravement l'exploitation d'une œuvre, parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment où il y en a un qui décide, qui dit je veux pas, eh ben on peut plus voir le film. Donc il s'est en fait reporté un petit peu sur la façon dont tout ça s'organise et sur la chaîne en fait de production, tout simplement. Et le législateur, il a vu qu'au départ, il y a un scénariste qui écrit le film et qui va ordonner pour beaucoup tout le reste. C'est donc le scénariste et à première vue le premier grand ordonnateur, si je puis dire, du film. Là, je parle de la fiction, mais il faut voir que la fiction a inspiré après le documentaire, au niveau de la construction. Et après, il y a bien sûr le réalisateur. Et c'est lui qui, une fois que le tournage commence, est le maître d'œuvre. C'est-à-dire que c'est sur lui que tout repose. Et c'est lui qui va assumer la responsabilité artistique du film, à la fois vis-à-vis des techniciens qu'il a sous sa subordination, parce que c'est comme ça aussi d'un point de vue du droit du travail, mais aussi vis-à-vis du public. Je veux dire, quand vous lisez une critique, quelle qu'elle soit, en règle générale, la personne sur qui va avoir les louanges ou, au contraire, qui va supporter les mauvaises critiques, c'est le réalisateur. Il est assez rare qu'on parle des autres techniciens dans une critique en disant « Ah, c'est lui qui a mal fait son travail ». Non, c'est forcément le réalisateur qui a mal dirigé l'acteur. C'est pas l'acteur qui joue mal, c'est le réalisateur qui dirige mal. Enfin, je caricature un peu, bien sûr, mais c'est pour dire, grosso modo, c'est vraiment le réalisateur qui est un peu le centre, si je puis dire, et celui qui a la responsabilité artistique du film. Et de fait, du coup, le droit aussi en a tiré des conclusions. Et il s'est dit, je peux pas laisser comme ça avoir tout un chacun la qualité de co-auteur d'une œuvre. Donc il fait reposer ce qu'on appelle une présomption de co-autorat sur le scénariste et le réalisateur. Donc ces deux personnes-là sont de fait co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle.
Alors, il y a une troisième personne. Je vois Benjamin qui regarde, il ne va pas en parler. Pardon. C'est le compositeur musical. C'est celui qui fait la musique originale du film, qui est aussi co-auteur de l'œuvre audiovisuelle. Je vais le mettre un petit peu de côté, parce que je pense qu'on va se centrer sur ces deux personnalités, parce qu'en fait, c'est un peu là qu'on touche. Et donc, elles sont de fait co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle, donc elles ont un monopole d'exploitation sur l'œuvre audiovisuelle. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, le producteur doit leur faire signer à chacun un contrat s'il veut pouvoir exploiter le film lui-même. Là-dessus, toutes les autres personnes, eh bien, elles doivent prouver qu'elles sont co-auteurs. Et en règle générale, ça veut dire que dans la chaîne de production, il faut qu'elles montrent qu'elles ont fait un apport qui va au-delà de ce qu'on leur avait assigné au départ. Et il est vrai qu'en jurisprudence, enfin les juges, d'une façon générale, parce qu'on a eu quand même pas mal de cas en jurisprudence, en règle générale, ils n'aiment pas avoir plusieurs têtes. Et d'une façon assez régulière, ils déboutent des demandes de co-autorat de tout un tas de, si je puis dire, de professions qui parfois sont effectivement montées au créneau sur ces questions. En particulier, bien sûr, des techniciens. On a eu effectivement des revendications de la part d'un chef opérateur, notamment sur la marche de l'empereur, qui est une jurisprudence assez connue des juristes, qui a été déboutée. On a eu aussi des revendications de monteurs, on a des revendications de présentateurs-animateurs aussi, qui ont effectivement été déboutées, et aussi de décorateurs, je ne pourrais pas faire la liste, des directeurs de collection aussi. Voilà. Il y a eu, oui, voilà, l'instituteur, mais bon, enfin, lui, en fait, il avait aussi une place, voilà, qui était auteur de ses cours. Mais en fait, voilà, c'est donc pour dire vraiment l'ambiance, c'est que l'ambiance générale du droit, c'est de dire il y a, c'est sûr, le scénariste et le réalisateur, et les autres, il faut vraiment qu'ils montrent qu'ils ont apporté une réelle collaboration artistique. Mais ça, c'est important, parce que c'est, en fait, aussi, ça, et ça, j'en parle pour le documentaire, c'est intéressant aussi de voir que ces personnes-là sont aussi celles, souvent, sur lesquelles repose la responsabilité pénale du film, notamment en cas de diffamation. En cas de diffamation, une personne qui estime avoir été diffamée, par exemple, par un documentaire, elle va poursuivre l'éditeur-producteur et les auteurs du film. Donc, c'est ceux qui seront mentionnés au générique qui vont être poursuivis sur le propos du film. Donc ça amène une vraie responsabilité, non seulement artistique, mais évidemment sur le propos du film. Et là, c'est encore plus important côté documentaire. Évidemment, ça dépend de la sensibilité des films. C'est sûr que la diffamation sur les documentaires animaliers, c'est pas forcément très, très clair. Mais on a quand même beaucoup de sujets de société ou d'actualité. Mais voilà, c'est pour vraiment situer, en fait, montrer où est si je puis dire, la force d'attraction de l'auteur et qu'est-ce qu'il doit concentrer. En fait, voilà. C'est sur le film fini, c'est pas sur le texte. Alors, exactement, tu fais bien de me le dire. C'est effectivement, et ce que regarde le droit, évidemment, c'est le film. C'est pas comment le film s'est fait. Et donc, effectivement, il peut arriver que dans l'aventure du film, il y a eu des collaborations qui étaient faites, mais qui ont été finalement rejetées ou refusées, ou en tout cas qui n'ont pas été prises en considération et qui ne sont pas visibles dans le film. Auquel cas, c'est vrai peut-être que ces personnes ont apporté une collaboration artistique sur cette partie-là, mais évidemment, si elle n'est pas dans le film, elles ne peuvent pas prétendre à être co-auteurs du film. Alors là-dessus, je peux peut-être citer un exemple. J'ai eu il y a quelques années un cas effectivement d'une personne qui avait fait un documentaire au Darfour, en pleine crise du Darfour, à un moment assez critique de cette actualité. Et le réalisateur du film est revenu avec ce film, il a fait ce film, et il a déclaré à la SCAM 100% des droits, c'est-à-dire qu'il s'estimait seul auteur-réalisateur de l'œuvre audiovisuelle. Et peu de temps après, j'ai eu une revendication d'une journaliste et qui me dit, il ne peut pas revendiquer 100% des droits parce que moi, j'ai écrit le projet et c'est ce projet qui d'ailleurs a été retenu pour obtenir le financement du CNC et de la chaîne. Et effectivement, le réalisateur me dit, c'est vrai, sauf que tout ce qui est indiqué dans le projet, j'en ai rien à retenir, le film est complètement différent. Alors là-dessus,
Normalement, je ne le fais pas. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, quand même, ça c'est exceptionnel qu'on me dise un truc pareil. Puis je croyais assez bien le réalisateur parce qu'il avait vraiment de l'argumentation. Et j'ai demandé à la fille de me donner ce qu'elle avait écrit, le projet écrit. Et j'ai demandé au réalisateur de m'envoyer une version du film. Et comme je vous dis, effectivement, le droit va appréhender le film tel qu'il est montré au public, si je puis dire. Et là, je regarde le projet, qui faisait une dizaine de pages, et ce projet était très, très centré sur le Darfour. Il expliquait le contexte géopolitique. Il parlait des intervenants qu'il devait y avoir dans le film, des endroits où on allait tourner, etc. Mais voilà, le fait est qu'il s'est trouvé qu'il y a eu un gros incident pendant le film, c'est que la production n'a pas obtenu les autorisations de tournage au Soudan. Donc, du coup, le réalisateur n'a pas tourné au Soudan. Donc, tout ce qui était écrit dans le projet est tombé lettre morte. Et en fait, il a fait son film dans les camps de réfugiés, de l'autre côté de la frontière, au Tchad. Si je ne me trompe pas, oui, c'est le Tchad. Il a en fait tourné tout son documentaire dans ces camps de réfugiés, et il a parlé de la crise du Darfour au travers des réfugiés. C'est-à-dire que tout le projet était sur le camp de réfugiés, il interviewait des gens, il parlait de cette crise du Darfour, et même il allait jusqu'à expliquer comment marchaient ces camps de réfugiés, leur relation avec les villages alentours, qui étaient tendus, évidemment, en tout cas qu'il l'était pour ce film-là. Et en fait, effectivement, entre le projet qui avait effectivement réuni du financement et ce qui avait été tourné, eh bien, il y avait une différence spectaculaire. Et donc, de fait, juridiquement, si on avait été devant un juge, il y a fort à parier que le juge dirait non, elle n'est pas co-auteur de l'œuvre, elle n'a rien apporté dans le film. Enfin, en tout cas, elle a apporté des choses peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de sa part à elle. Et ce qu'il faut bien retenir dans le droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur, c'est pas une médaille, c'est pas du mérite, c'est pas parce qu'on a travaillé dessus qu'on est forcément auteur. C'est vraiment une question de personnalité, retrouver la personnalité de l'auteur dans le film, sa part proprement artistique. Et là, en l'occurrence, la personnalité de cette dame, sa part artistique, n'était pas dans le film final. Et c'est vraiment ça le droit d'auteur. Et c'est ce qui explique en fait aussi les problématiques, là j'en viens au sujet, sur Script Doctor. C'est à partir du moment, en tant que collaborateur, est-ce que cette personne-là va véritablement s'immiscer dans la forme audiovisuelle du film, et jusqu'où, et est-ce qu'on va percevoir sa personnalité au travers du film. Voilà à peu près la façon dont le droit appréhenderait les choses. Et en l'occurrence, comme je disais, comme les juges sont plutôt stricts et qu'ils n'ont pas tellement envie de multiplier les co-auteurs, alors eux, c'est pas comme Jésus, ils veulent pas multiplier les... c'est pas du tout vraiment là, au contraire, vraiment essayer de réunir le plus possible sur une tête les droits. C'est vrai qu'il faut être, donc du coup... pour quelqu'un qui apporte une collaboration, il faut être vraiment clair sur ce qui est. Alors là, je dis c'est la partie juridique, mais c'est vrai, et je crois qu'en fait, sur un plan plus rationnel, plus pragmatique, j'ai envie de dire, je l'ai entendu de la bouche là, des personnes qui étaient là, je ne sais plus ce qu'il a prononcé, mais c'est une question de place en réalité, tout ça. C'est où est la place de cette personne dans la chaîne de production? Où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle s'arrête? La plupart des conflits qu'on a, nous, à la SCAM, au moment du versement des droits, où les auteurs doivent se partager les droits qu'on reverse, souvent, la problématique, elle vient du fait qu'une des personnes dans la production n'avait pas une place suffisamment bien définie. C'est-à-dire qu'on lui a dit « t'es là, t'es pas là, tu viens pas », grosso modo, mais elle était là. Et à un moment, on lui a fait des promesses, on lui a dit bah, t'es co-auteur, et puis après, on lui dit bah non, finalement, tu l'es pas. Donc, bref, souvent, c'est ça, et ça fait que souvent, nous, ça éclate chez nous. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire le manque de place. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la question terminologique, elle est importante, parce que derrière la terminologie, il y a le travail effectué, c'est-à-dire un réalisateur, on sait ce qu'il fait, un scénariste, on sait ce qu'il fait, un accessoiriste, on sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, grosso modo, on sait où ça commence, on sait où ça s'arrête. Un accessoiriste, il ne vient pas au montage, hein, enfin en principe. Mais voilà. Et c'est vraiment cette problématique-là, je veux dire, sur laquelle, en fait, c'est comme ça qu'on doit appréhender la question de l'écriture accompagnée. Enfin, d'un point de vue juridique, hein, je ne parle pas d'un point de vue personnel et sur ce qu'elle peut apporter dans l'écriture d'un film, ce n'est pas du tout mon rayon, mais sur la question purement juridique et purement pragmatique,
Si on ne veut pas avoir de problème, parce qu'un problème sur une production, ça peut faire tomber un film, c'est très important. C'est la question de la place, tout simplement. Quelle place on lui donne? Peut-être on va tout à l'heure définir avec toi... Pardon, j'étais un peu long. Non, mais on va tu nous diras peut-être tout à l'heure quelles sont très concrètement les formes de rémunération possible et de contrat possible. Caroline, tu voulais réagir à ce que disait Nicolas? Oui, tout à fait, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment proche de quelque chose qui est essentiel, qui est l'auteur comme le producteur doit connaître le droit sur le bout des doigts. Et les auteurs pour se protéger, le producteur pour se protéger, pour protéger l'œuvre, pour protéger ses auteurs, etc. Et la difficulté, je dirais, de tout ça, d'abord de comprendre ce que moi, parfois, je peux être étonnée, j'oublie de le redire, mais je n'ai pas le droit, ce n'est pas à moi d'arbitrer la façon dont les auteurs vont se répartir les droits et déclarer leurs droits vis-à-vis de la SCAM. Je ne peux pas intervenir là-dedans. Je ne suis pas juge de ça. En revanche, là où effectivement Nicolas a raison, c'est que souvent la difficulté, c'est que les choses ne sont pas bien écrites au départ. Ce sont des aventures humaines, et comme toutes les aventures humaines, on y va, on y croit, on est content, on est d'accord ensemble et tout. Et puis à un moment, ça fait... y en a un qui s'énerve, qui s'en va, qui quitte le projet, mais qui va demander à conserver une partie des droits sur l'œuvre, mais ils veulent plus travailler ensemble, c'est une foire d'empoigne. Le film, il est un petit peu mis à mal, etc. Et dans le même temps, j'espère que vous me suivez, le documentaire, ce n'est pas de la fiction, mais en même temps, parfois, on pourrait s'inspirer un petit peu de ce qui a été fixé en fiction, c'est joli, pour le faire en documentaire, c'est-à-dire finalement cette fiche généalogique de l'œuvre, et qui donc explique toute sa paternité, enfin en tout cas là où les paternités de l'œuvre est très importante. Pour moi, une consultation sur scénario, c'est quelqu'un qui peut être payé en droit d'auteur, au forfait, il n'a pas de rémunération proportionnelle, il n'est pas créateur de l'œuvre, il a un travail de consultation, de guide, il intervient, après ils peuvent se rencontrer avec les auteurs s'ils veulent, mais voilà, un co-auteur, ça doit être contractualisé avec l'auteur principal, qui est à l'origine de l'idée, qui est à l'origine du projet développé. Surtout en documentaire, il y a 50 personnes qui peuvent avoir la même idée. Là, on va définir que c'est une œuvre à partir du moment où il y a un point de vue, où il y a un travail personnel, comme tu disais, la personnalité de la personne qui s'est impliquée dans ce projet. Et donc, c'est pas idiot de se dire, au départ, ça paraît un peu comme ça, administratif, procédurier, mais finalement, ça protégerait, je crois, de pas mal de bagarres, de se dire, bon, l'idée, elle arrive de telle personne. Le synopsis, il a été écrit par un tel tout seul, puis il a eu l'envie et le désir d'une collaboration, trouver un co-auteur ou de laisser la place au réalisateur pour être co-auteur. Et puis après, il y a un consultant. Et tout ça est écrit. Parce que c'est écrit, au moins, on sait, ça permet d'éviter des embrouilles. Et tu parlais effectivement d'une généalogie de l'écriture en fiction. C'est vrai qu'en animation aussi, il y a des choses qui sont beaucoup plus conventionnelles, cadrées, et même avec des pourcentages déjà attitrés. Quand on déclare, par exemple, à la SACD, il y a des étapes très établies et tout, ce qui est moins le cas en documentaire. Mais comme tu dis, la répartition des auteurs, des droits d'auteur entre eux au moment du dépôt à la SCAM, c'est aux auteurs entre eux. Elle est définie de gré à gré entre les auteurs, on est bien d'accord. Mais comme tu dis, c'est vrai que le producteur a la responsabilité de veiller à ces contractualisations, par contre, de généalogie, etc. En tout cas, on pourrait penser que c'est là que pourrait se situer cette responsabilité. Et aussi peut-être de veiller à ce qui évolue. Parce que ce que tu dis aussi, Nicolas, c'est que le juge va regarder l'œuvre terminée. Et l'œuvre terminée, on peut la regarder que quand elle est terminée. Et quand on entame un début de travail d'écriture ou d'accompagnement à l'écriture, on ne peut pas encore regarder l'œuvre terminée et les choses peuvent évoluer, etc. Donc peut-être aussi qu'il peut arriver qu'il y ait des choses qui changent et qu'un contrat, on peut faire des avenants, des choses comme ça. Alors du coup, au début, quand on n'est pas encore en train de regarder l'œuvre terminée, en termes de contrat et de formalisation et de définition même des choses,
Je ne sais pas si Olivier ou Laurence voudraient s'exprimer là-dessus, mais comment on fait quand on commence? Avec qui on parle, à 2, à 3? Et comment on définit les choses, en fait? Vos expériences de ça, c'est quoi? Comment on se donne un temps, toujours? On se donne des objectifs? Olivier? Mais il faut commencer par parler d'argent, c'est tout simple. À partir du moment où moi j'exclus le fait d'être co-auteur, on va parler que d'argent. Ben oui, pour fixer le cadre en tout cas. Je parle une fois que la relation, une fois que le désir est là, enfin toutes ces choses qui sont effectivement très importantes, dont je ne parle pas pour le moment, on en parlera peut-être plus tard, mais on parle un peu du cadre parce que c'est ce qui nous inquiète. Mais je parle d'argent. Et effectivement, c'est toi, Laurence, qui tout à l'heure disait, dans une collaboration réussie, une des 3 que tu as citées, tu comparais ce travail en collaboration avec le travail du monteur ou de la monteuse. Et moi, j'ai fait ce même constat. Quand je m'enferme pendant plusieurs journées avec un auteur à le faire parler, à écrire ce qu'il me dit, ou à reformuler, ou à lui dire « il me manque quelque chose, je comprends pas », ou « ça, j'ai l'impression que ça sert à rien », enfin tout ça, ça ressemble au travail de monteur. Donc pour les producteurs qui vont me payer mon travail, je leur dis « mon travail ressemble à celui du monteur, donc je veux être payé comme un monteur ». C'est la base de la négo. Voilà. Je ne sais pas si c'était exactement ça ta question, mais voilà. Et du coup, après, on négocie, parce qu'en fait, bon, en documentaire, sauf si on a eu une grosse aide au développement, on a rarement les moyens de payer un monteur pendant 5 jours. Donc, ce que je demande, personne ne l'a en réalité. Donc après, on se met à négocier un petit peu, et je pars sur une base, du coup, où là, c'est plus le soupçon d'être co-auteur, c'est éventuellement le soupçon d'être coproducteur qui apparaît. C'est-à-dire que je dis au producteur, eh ben, tu me files la moitié de mon tarif aujourd'hui, et si, avec le travail que je fais avec l'auteur, tu as l'argent, tu me refileras les 50% qui manquent. Donc je prends un risque finalement, et donc je pourrais dire à l'auteur, je deviens coproducteur. Et je le fais pas non plus, parce que comme je suis par ailleurs producteur, et bon bref, c'est que c'est un métier très difficile, donc voilà, l'argent est rare. Est-ce que ça répond à ce que tu voulais, ou est-ce que... En partie. En partie. Caroline, tu voulais réagir? Non, mais je parle beaucoup, mais vous m'interrompez. Ça serait bien d'ailleurs qu'on échange. Enfin, s'il y a des questions. Mais après... On va d'abord revenir au cadre très précis. Le cadre de la relation, peut-être, donner... Laurence. Pardon, juste pour faire un distinguo, parce qu'on parle très généralement, finalement, ici. Il faut faire la différence, effectivement, et je parle toujours de cet accompagnement choisi ou subi. Quand c'est un film d'auteur, personnel, etc., quand ça peut être un auteur qui a du mal, effectivement, à reformuler tout ça, bon, trouver des accompagnements, le producteur essaye déjà d'accompagner ça et d'aider. Par contre, aujourd'hui, comme on voit de plus en plus de cases s'ouvrir, de gros films, prime, histoire, science, investigation. Là, on multiplie effectivement les intervenants et les participants à l'écriture. Et là, c'est une autre histoire, parce que est-ce que l'historien qui va tout le temps recadrer le truc et pas quelque part auteur? Là, on a vu arriver des équipes assez lourdes en termes de collaborateurs au film, au scénario, et là aussi, on manque peut-être encore un petit peu de recul pour avoir une bonne vision des pratiques. Mais c'est pas tout à fait la même chose, voilà, d'accompagner ou un jeune auteur ou un film très personnel que d'accompagner un gros film qui doit faire un prime pour je sais quel diffuseur. Ouais. Bon, après, pour ajouter quelque chose, il y a quand même 2 axes dans le fait de solliciter un script doctor ou un accompagnement à l'écriture. C'est-à-dire que c'est soit pour aller encore plus loin dans le travail d'accouchement du film en amont, de vraiment chercher sur la problématique, sur les intentions, etc. Soit c'est pour répondre à une demande dans laquelle on est tous compressés de l'économie, de trouver l'économie pour un film. Et en fait, la frontière, elle n'est jamais claire aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un souci économique pour vivre, pour faire exister le film. Mais on a aussi beaucoup ce désir de tout à l'heure, je parlais de se livrer, de mettre à nu aussi notre fragilité en tant qu'auteur pour que l'autre puisse
comprendre là où on en est et être le plus efficient, efficace sur ce travail-là. Donc après, la question, c'est savoir ce qu'on attend, nous, en tant qu'auteurs, et là, l'objectif par rapport à cette réécriture, quoi. Et après, chacun trouve sa place. Mais effectivement, l'argent est souvent un levier de départ, et pourquoi pas une protection et qui fixe un cadre clair, quoi. Alors, cet argent, qui effectivement souvent est beaucoup moindre qu'en fiction, par exemple, ce qui explique aussi qu'en fiction, il y ait des choses très normées, etc., c'est qu'il y a dans les devis de la place pour davantage de lignes au niveau de l'écriture. Cette somme-là, si un producteur propose à un auteur de se faire accompagner, ou si un auteur sollicite un accompagnement, bref, si la relation à trois commence à se construire et on dit voilà, il y a tant, il y a plusieurs façons de l'utiliser. La rémunération peut prendre différentes formes. Qu'est-ce qui est la règle ? Est-ce qu'il y a seulement la forme droit d'auteur ou salaire ? Est-ce qu'il y a des formes qui sont entre deux ? Voilà. Est-ce que tu peux expliquer très concrètement les formes de rémunération possibles de ce type d'écriture ? Concrètement, oui. Précisément, je ne sais pas, parce que ça dépend un peu effectivement de la forme de collaboration. On en parlait tout à l'heure. Mais enfin, ce que j'ai entendu au début, c'est qu'il y avait deux formes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a une forme, je dirais, purement ponctuelle, c'est-à-dire où on demande à la personne de faire un rapport, quelque part, un peu d'expertise sur le film, où est-ce qu'il en est et quelle piste il devrait suivre, un peu, ce que j'ai compris, c'est-à-dire force-faiblesse, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, force-faiblesse, quelle perspective, grosso modo. En fait, c'est une forme d'audit, quelque part. Et puis, il y a une deuxième forme d'accompagnement qui est plus sur le long terme, c'est-à-dire où, effectivement, la personne est presque, je dirais, coachée. En fait, en tout cas, on essaie de l'aider dans sa démarche. Et là, il y a un accompagnement sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a une forme où on ne voit pas, on ne s'introduit pas peu dans la chaîne de création, si ce n'est juste pour faire un point à un moment donné. Et une autre forme où, effectivement, là, on rentre un peu plus dans la chaîne. Et là, on accompagne l'auteur. Alors, du coup, ça, effectivement, je dirais que sur la première forme, c'est-à-dire celle qui consisterait à une intervention purement ponctuelle, là, on est sur une expertise, une consultation. On est un peu dans la même situation que les conseillers historiques et conseillers scientifiques dont on parlait tout à l'heure. Le conseiller historique ou scientifique, il vient là pour, quelque part, apporter son expertise historique ou scientifique et dire là ça va pas. C'est-à-dire que scientifiquement c'est faux ou c'est juste. Il va voir un film de fiction et il va dire non, je suis désolé, mais la fleur de lys n'existait pas à l'époque de Charlemagne. Et effectivement, c'est le cas. Et donc là, le réalisateur choisit de la mettre ou pas la mettre. Mais en fait, c'est ça qu'on attend du conseiller et du consultant. Enfin, j'ai envie de dire, là, dans cette hypothèse-là du script doctor qui arrive avec une expertise, c'est ça, c'est à peu près la même chose. Et là, en règle générale, donc je me reporte un peu à ce qui se fait côté conseiller, on peut la rémunérer en salaire, c'est dans la nomenclature audiovisuelle, donc on peut tout à fait le faire, et on peut le rémunérer aussi en honoraire, ce qui se fait assez souvent parce que dans le milieu scientifique et historique, on a souvent affaire en fait à des professeurs d'université et des chercheurs qui ont l'habitude d'être rémunérés sous cette forme. Donc c'est, je dirais, les deux moyens de rémunérer ce type d'intervention qui, en fait, est assez technique. En réalité, pas vraiment... Enfin, qui est artistique, technique artistique, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, surtout quand il s'agit, parce que on l'a évoqué aussi, éventuellement, de faire des économies au film. Est-ce que si le script doctor arrive là en disant... parce qu'il y a un problème économique et qu'il faut réduire la voilure, par exemple, ce qui arrive sur certaines productions, plutôt fiction d'ailleurs. C'est un peu d'ailleurs l'origine aussi du script doctor aux États-Unis. C'est des films qui font naufrage et il y a un problème d'argent et donc ils viennent et puis ils font des tailles dans le texte et tous les endroits où ça coûte cher pour essayer de maintenir l'économie du film et le film à flot. Là, c'est encore, je veux dire, c'est aussi encore plus, je veux dire, une expertise d'ordre là pour le coup presque économique. Donc voilà, enfin ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est de l'audit, c'est du conseil, je dirais c'est presque pas artistique, on est vraiment là pas du tout sur cet aspect-là.
En revanche, sur le côté accompagnement, oui, là, la question, c'est de savoir jusqu'où va l'accompagnement du film et dans quelle mesure c'est pas un moment ou un autre du co-autorat. C'est-à-dire que le film s'écrit à deux. Et là, effectivement, il s'agit d'être bien clair sur quand ça commence et quand ça s'arrête. Et du coup, ça va déterminer derrière quel type de contrat on va faire. S'il s'avère que c'est une écriture à 2 mains, comme du piano à 4 mains, c'est bien. Là, oui, j'ai envie de dire, il y a du co-autorat. Si en plus le texte est signé des deux. Après, moi, je regarde en tant que juriste les choses. Je vais percevoir le type de collaboration derrière un certain nombre de manifestations, je dirais, que je pourrais constater. Je veux dire, c'est compliqué d'être là à chacun des moments du film, surtout moi quand j'arrive en arrière côté SCAM et qu'il s'agit du partage des droits. J'ai pas vu ce qui s'est passé, donc je vais juste regarder comment tout ça s'est fait d'un point de vue. Tu es obligé de te baser sur des éléments objectifs. Donc je vais regarder le générique, je vais regarder le projet, de qui il est signé, je vais regarder dans le contrat s'il est fait mention d'une collaboration. Enfin, c'est des éléments comme ça. Et moi, je déduis l'intention et en tout cas la collaboration et la nature de cette collaboration sur ces éléments-là. Donc évidemment, il appartient au producteur en premier lieu, parce que c'est à lui aussi de véritablement déterminer cette place. Je pense que c'est vraiment le rôle du producteur, là pour le coup, de dire, voilà, cette personne, son rôle, elle commence là, il s'arrête là, parce que tout simplement, après, il n'est pas payé, et moi, je risque un redressement URSSAF, ou je ne sais pas quoi. Là, voilà. Donc c'est là où ça va se jouer. Je dirais, si l'accompagnement est vraiment du coaching, c'est-à-dire véritablement encourager la personne, lui dire mais voilà, tu es sur la bonne piste, etc. C'est-à-dire vraiment être là aux côtés. C'est pas forcément de la coécriture, c'est quelqu'un qui recadre, c'est quelqu'un. Voilà. Maintenant, si effectivement elle écrit matériellement le projet, c'est-à-dire sur le clavier et tout, là oui, effectivement, on peut être éventuellement dans un cas de coécriture. C'est difficile d'avoir une réponse in abstracto, je dirais, sur ces cas-là. J'ai envie de dire, voilà, c'est pour ça que la question terminologique est importante, parce que c'est celle-là souvent qui va déterminer les choses. Ça aussi, ça procède d'une certaine intention et d'un certain type de collaboration. Si on parle de script doctor, pour moi, c'est pas co-auteur. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est là en tant que spécialiste pour apporter un éclairage extérieur. C'est très ponctuel, il n'y a pas d'accompagnement véritablement. Voilà. Si par contre, effectivement, c'est une personne qui a vraiment été là tout le temps du film, là, effectivement, elle va être co-auteur. Et donc, co-auteur ou pas co-auteur, elle peut être aussi faire une prestation d'ordre artistique sans forcément être co-auteur. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi ? Parce que, en réalité, sur un documentaire, il peut arriver qu'il y ait des parties artistiques dans un documentaire qui font que ces auteurs de ces parties ne sont pas forcément co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle. On imagine par exemple un documentaire où vous avez des images de synthèse ou une animation qui va durer, je ne sais pas, 3-4 minutes sur un ensemble de 52 minutes. Cette personne-là, elle a bien fait une participation artistique sur ces 2-3 minutes, mais elle n'est pas co-auteur de l'ensemble. Et là, effectivement, dans ce genre de cas, sur des graphistes qui sont en freelance, on va faire une note de droit d'auteur et ils auront une convention au forfait. Idem aussi pour une photographie qu'on insère dans le film. On va demander une autorisation à un photographe, le photographe va la facturer, et là, on va lui payer aussi une rémunération forfaitaire. Voilà. Elle ne sera pas considérée comme co-auteur de l'ensemble. Enfin, ce serait, je dirais pour le coup, un peu injuste de se dire ça dure 3 secondes dans le film et elle va être co-auteur de l'œuvre. Et là, tout ça, effectivement, ça fait des conventions forfait. Donc c'est possible aussi dans un accompagnement de se dire qu'un script doctor qui va coécrire, mais dont la partie n'est finalement que accessoire, c'est-à-dire que l'autre scénariste reste maître artistique du film et porte la responsabilité et le chapeau du film. Là, je me réfère à ce que tu disais tout à l'heure, cette personne dont tu attendais qu'elle s'implique dans le film, qu'elle prenne les risques en même temps que toi et qu'elle porte la responsabilité de l'œuvre. Cette personne n'a pas été jusque-là, elle s'est arrêtée au milieu du chemin, elle a apporté une collaboration artistique, mais elle n'est pas co-auteur quelque part. Enfin, après, je ne sais pas comment ça s'est passé au générique, etc. Mais quelque part, j'ai envie de dire, cette personne-là pourrait être rémunérée sous forme de convention forfaitaire, en fait. En fait, ce qui est, pardon, juste, Laurence, ce qui est vraiment important que tu précises, enfin, je me permets de redire cette chose-là qui est très importante, je pense, et c'est qu'il faut faire la différence entre
le fait d'être payé en droit d'auteur et le fait d'être rémunéré proportionnellement, qui correspond au fait d'être co-auteur. Tout à fait. On peut être payé en droit d'auteur sans pour autant être... Non, mais c'est très important, même pas seulement fiscalement, mais dans l'implication très concrète du travail, de savoir qu'on peut être payé en droit d'auteur sans pour autant avoir un contrat de rémunération proportionnelle qui implique un partage des droits et donc une paternité commune, enfin un partage de la paternité. C'est important parce que réglementairement parlant, des fois, on se heurte à ça, on se dit, ah ben non, comme je ne veux pas être co-auteur, comment on va pouvoir me payer? Or, il y a des solutions qui existent. Tu voulais répondre, pardon. En fait, je voulais juste repréciser ce que je disais tout à l'heure sur cette expérience. Et en fait, cette expérience m'a renseignée sur ma place d'auteur. Et je disais, quand j'ai voulu... Enfin, je l'ai fait, et de toute façon, au niveau économique, on a eu tellement peu de droits sur ce film-là qu'on ne s'est pas battu. Et puis moi, j'étais ravie aussi d'avoir fait un partage de travail, d'implication collective sur ce film-là, où il y avait une économie très faible. Donc je me suis dit, c'est à cet endroit-là que je peux partager et que je peux continuer à avoir le soutien, même juste comme coaching extérieur, peu importe quoi, de cette personne qui était importante pour moi et pour le film. Mais surtout, quand j'ai délégué cette place de co-auteur, je me suis rendu compte, tout à l'heure je disais que j'étais plus moteur, enfin je mettais plus assez d'énergie dans le travail parce que je m'étais déplacée, ou je m'étais un peu divisée, ou je m'étais dit tiens, quelqu'un va prendre le relais. Et en fait, je me suis dit, mais non, quand tu es sur un film, la responsabilité, c'est de maintenir intègre et ce désir de film, quoi. Et là, du coup, je me suis auto-dépossédée de ce désir de film. Et ça, c'est tout à fait personnel. C'est-à-dire que, et sur une autre expérience, peut-être qu'un jour, j'aurai le désir d'être co-auteur sur un film et que ça ne se passera pas du tout pareil. Mais cette idée de moteur et d'énergie décuplée plutôt que renforcée, c'était surprenant. Enfin, j'ai appris sur moi-même et sur mon travail à ce moment-là. Peut-être on peut se tourner vers la salle puisqu'une main nous fait un signe. Ça tombe bien. Détresse. Oui. Bonjour Colette Quesson. C'est pas une question très passionnante, mais c'est en lien avec ce que tu venais de dire, Céline, et ce que disait Nicolas Mazars juste avant, par rapport à effectivement quelqu'un qui est consultant ou qui est script doctor ou qui intervient ponctuellement sur un projet. Sur le site AGESA, on est bien d'accord qu'à un moment donné, c'est un intitulé qui, si on le paye en note de droit d'auteur avec une convention forfaitaire, puisqu'effectivement il intervient ponctuellement, il est rémunéré au titre de auteur dramatique. On est d'accord, ça juste, c'est une question très bête, mais... Moi, toute mon intervention, alors soyons clairs, là, effectivement, il y a une autre, un aspect que vous soulevez qui est important, c'est la GSA. Parce qu'effectivement, ils peuvent refuser que la rémunération soit couverte sous le régime d'exception, qui est celui du régime artiste-auteur. En réalité, la GSA, effectivement, là, moi, j'ai axé ma vision sur l'angle du droit d'auteur civiliste, si je puis dire, pur. Mais c'est vrai que la GSA a ses propres critères, par ailleurs. C'est-à-dire que la GSA, là où le droit d'auteur peut considérer qu'il y a un auteur, et il y a des droits d'auteur, effectivement, dessus, enfin, en tout cas, le Code de la propriété intellectuelle reconnaît à la personne un monopole d'exploitation sur l'œuvre, la GSA peut considérer que pour elle, le régime de protection sociale, en tout cas, ne s'applique pas à cette situation. C'est assez étonnant, mais ça correspond aussi à une façon dont fonctionne la sécurité sociale ou le fisc, qui ont besoin de critères clairs. Or, la matière artistique, toujours, c'est un peu flottant, et c'est ça aussi le problème pour eux. Et effectivement, on a certains artistes ou certains pans même entiers d'œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur, où la GSA refuse très clairement que les personnes soient payées en droit d'auteur. Là, il y a eu récemment des problèmes avec les correcteurs dans les maisons d'édition qui étaient payés en droit d'auteur, et la GSA a dit mais non, ce ne sont pas des auteurs, ils ne peuvent pas relever du régime. On a eu aussi le problème de l'audiodescription, des personnes qui écrivaient, enfin qui
écrivait les textes qui sont dits pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, la GSA considérait que ce n'était pas une prestation qui relevait du régime de protection sociale du droit d'auteur. Donc c'est pour dire que véritablement, c'est pas évident. Tout ce qui est art appliqué aussi, de manière générale, là où on a quand même aussi ce qu'on appelle parfois des artistes et qui sont reconnus comme étant auteurs, là aussi, la GSA parfois estime que c'est pas le cas. Donc c'est pour dire que c'est toujours un peu la problématique, c'est qu'effectivement, on peut se retrouver à dire, bah oui, il y a possibilité de mettre en œuvre une cession de droit au forfait. Ça ne veut pas dire pour autant que derrière, le régime social va suivre. Ça, c'est vrai. Là, je ne peux pas vous garantir qu'il y a une parfaite correspondance entre les deux. Sur les fonctions, je dirais, communes de l'audiovisuel, que sont réalisateurs, scénaristes, sur des fonctions très connues que sont le photographe, le musicien, le compositeur, etc., il n'y a aucun souci, d'accord. Après, dès qu'on s'attaque à des trucs un peu entre deux, là, en règle générale, la GSA... auteur, consultant, comme ça, c'est très typiquement, limite. ouais. Moi, j'ai eu plusieurs réponses non convergentes des AGSA à ce sujet. Oui, je comprends, hein, c'est une vraie difficulté. Hein. Après... Voilà, je ne peux pas me prononcer à la place de l'URSSAF sur ces sujets-là, c'est un peu compliqué, mais c'est une problématique qui peut être effectivement soulevée. Donc mieux vaut se renseigner évidemment a priori que d'avoir des surprises a posteriori, parce que ce n'est pas forcément les mêmes charges sociales du coup. Hein. C'est vrai que ça peut avoir un enjeu. Caroline, c'est toute la question. C'est-à-dire que la question n'est pas de chercher à toujours grappiller par-ci par-là, mais il y a effectivement autour de cette question-là un certain flou qu'on peut résoudre de cette façon en disant le consultant, c'est comme une journée de montage. Je trouve ça, franchement, c'est très parlant en tout cas, donc ça me donne aussi des idées à moi. Mais c'est vrai que quand on demande une consultation sur un projet, avant que le consultant, conseiller, accompagnant, tout ce que vous voulez, avant qu'il travaille avec l'auteur, quand il fait sa fiche généalogique, je considère que je peux quand même le payer en droit d'auteur au forfait, il est bien écrit que ce n'est pas un des créateurs de l'œuvre. Sa collaboration ne lui permet pas de revendiquer une paternité sur l'œuvre. Je peux quand même considérer que je le paye en droit d'auteur par un contrat d'auteur au forfait et que par contre, j'ai en regard de ce contrat les 5 ou 10 pages de l'analyse. Parce que on ne me reprochera jamais d'avoir salarié quelqu'un, jamais l'URSSAF viendra vous dire « Oh non, vous ne fallait pas le payer en salaire ». Mais par contre, effectivement, quand vous avez un contrat URSSAF, ils vérifient que vous n'avez pas payé en droit d'auteur un travail qui serait plutôt du salariat. C'est-à-dire qu'à partir et le salariat, c'est vous demandez une tâche à quelqu'un, vous lui donnez des critères de temps, de présence et machin, donc quelque part, c'est un salarié. Donc on est toujours un peu... C'est ça, en galère avec le droit d'auteur, on peut toujours dire que de toute façon, le droit d'auteur peut rémunérer cette production écrite du consultant. Voilà, je lui donne pas des horaires, il vient pas chez moi. Ce que Colette dit, effectivement, ça met le doigt sur vraiment cette question de terminologie. Alors, oui. Parce que autant un graphiste, qui intervient pour un film, qui sera payé au forfait en droit d'auteur et qui, bien sûr, ne sera pas c'est pas si évident que ça. En tout cas, il y a un mot qui existe, c'est graphiste. Autant un conseiller artistique, un conseiller scientifique, c'est des honoraires, mais il y a un mot qui existe, c'est conseiller scientifique. Mais autant quelqu'un qui intervient au moment de l'écriture, on n'a pas trouvé, j'ai l'impression, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé une manière de... Voilà, c'est ça, il n'y a pas. Oui, en fait, on pourrait inventer un truc là tous ensemble et proposer quelque chose. Faut pas oublier qu'en fait, c'est vrai que c'est très important ce que vient de dire Caroline, c'est qu'il y a quand même une règle d'ordre public qui est la question du lien de subordination. Et ça, de toute façon, quel que soit le travail effectué, ça peut déterminer le fait qu'une personne est payée en salaire ou pas. Dès le moment où la personne est astreinte à un lieu de travail, un temps de travail et un contrôle de la tâche accomplie, ce sont des éléments qui aboutissent à ce qu'on appelle l'existence d'un lien de subordination et qui fait que le contrat de travail est la règle. Et là, elle s'impose. Je veux dire, il y a même pas... c'est souvent qu'on entend parler de requalification de contrat. C'est ça. C'est quand on a effectivement payé ou contractualisé avec quelqu'un quelque chose qui n'était pas du salaire ou pas du contrat de travail et qui aurait dû en relever parce qu'il existe un lien de subordination.
Tout à l'heure, on parlait du graphiste. Si le graphiste, il est dans la société de production, qui fait le travail au sein de la société de production dans des horaires, dans des délais contraints, avec un contrôle de la tâche au quotidien, comme un salarié, si je puis dire, là, il sera salarié. D'accord ? Donc, il peut effectivement être payé en droit d'auteur s'il le fait en dehors d'un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il n'est pas astreint à des horaires de travail, il n'est pas astreint à un lieu de travail, il n'est pas astreint à un contrôle au quotidien de la tâche. C'est-à-dire, on lui dit, tu nous livreras ça, telle date, peu importe qu'il travaille chez lui, au café, ou à minuit, ou le jour, etc. Tout ce qu'on va vérifier, c'est qu'il a bien fait le travail une fois qu'il l'a livré. Et là, effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle le lien de subordination, et on va le payer en droit d'auteur. En règle générale, c'est ce qui se passe. Mais voilà, il peut être payé aussi en salaire. Donc, je veux dire, la question du collaborateur, elle n'est pas dépendante de si on l'appelle ceci ou si on l'appelle cela. Il faut toujours avoir à l'esprit que la règle de base, ça reste la question du lien de subordination hors note. C'est vraiment to be or not to be. Et à partir du moment où, effectivement, il n'est pas dans un lien de subordination, oui, on va se poser la question de quel autre moyen de paiement va être autorisé. Et là, ça peut être éventuellement du droit d'auteur, s'il y a effectivement une prestation d'ordre artistique, encore qu'elle est dépendante de l'analyse qu'en fait aussi, bien sûr, les autorités en la matière, l'URSSAF. La GSA a un mandat de l'URSSAF, je le rappelle parce qu'on oublie un peu souvent, mais la GSA, en fait, c'est l'URSSAF. Et puis, s'il a un lien de subordination, il sera à côté de contrat de travail. S'il n'en a pas, effectivement, il peut être payé en droit d'auteur, ou alors sous d'autres formes de rémunération, qui sont, par exemple, les honoraires dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Tu veux réagir, Olivier, puis après on repasse. Je voudrais dire qu'en fait, ça peut vous glacer tout ce qu'on se dit, mais en fait, c'est comme si on était en train de parler de contrat de mariage avant de parler d'amour. Mais maintenant, on peut peut-être parler aussi de pourquoi on fait les choses. Thierry, tu avais une question. Ma question, justement, porte là-dessus. Depuis la malencontreuse parution d'un certain nombre de manuels d'écriture de scénarios, il y a des truffes qui ont l'illusion qu'ils savent écrire. Et ces gens-là, qui n'ont aucune expérience d'écriture, de production, de réalisation, s'autoproclament script doctor. Alors j'en ai vu arriver plein qui sont la plupart des imposteurs. Alors ma question, c'est comment vous, madame, vous choisissez ces gens qui s'appellent en fait des script doctors? Alors, je vais me défiler, mais grave. C'est que j'ai fait appel à des consultants sur scénario pour avoir des consultations sur les scénarios que en fiction. Ça n'est jamais arrivé en ce qui me concerne en documentaire, parce que ça s'est pas produit, c'est tout. Parce qu'effectivement, ne serait-ce que des résidences d'écriture, Et Thierry fait de la fiction. Alors, en long métrage, il y a des familles, il y a des réseaux. Moi, je viens de la Fémis, je trouve que c'est comme ça. J'ai croisé plein de scénaristes, j'ai travaillé avec des auteurs et des réalisateurs de la Fémis. Quand je travaille avec tel auteur en long métrage qui est réalisateur, etc., et qu'à un moment on se prend la tête en se disant merde, c'est bancal et tout, ah bah tiens, on va demander une fiche à un tel. Alors, il se trouve qu'il a travaillé avec elle sur un autre scénario que je ne produisais pas, qui ne réalisait pas, avec une troisième co-auteur, etc. Il me dit super idée, et puis un autre va me dire non, c'est trop proche. Elle me connaît trop, elle va vouloir me faire plaisir. Enfin, elle va pas être. Il vaut mieux quelqu'un de très neutre, de très loin. Donc, mais les bons consultants, quand moi, je sais pas, j'ai fait les EAVE, je passe mon temps, même à 50 balais encore, à faire des formations. J'ai fait les EAVE, j'ai fait les Eurodoc, les machins, les trucs. On les rencontre, les gens qui font des bons retours sur les scénarios, qui ont un bon regard, c'est ça qui nous... Enfin, moi, c'est comme ça que je me guide, voilà, avec... Puis, par ailleurs, c'est surtout en long métrage, souvent des scénaristes de long métrage. Eux-mêmes, enfin, ça... Moi, le script docteur ex nihilo, je n'irais pas personnellement, mais voilà. Laurence, En fait, moi, ça m'est arrivé qu'une fois, l'expérience. Et c'est cette personne-là qui est venue me re-rencontrer, parce que je le connaissais depuis 15 ans, en fait. Donc, je connaissais son travail, je connaissais son parcours. Il m'avait fait quelques retours sur mes films
où il n'était pas forcément hyper caressant, mais il était hyper structurant par contre. Donc à chaque fois, il regardait le film, mais plutôt de manière un peu le squelette, quoi, la structure. Et donc moi, ça me faisait du bien. Donc c'était déjà quelqu'un qui avait du crédit à mes yeux, parce qu'il avait fait plusieurs retours sur des écritures, pas sur les miennes, mais sur des écritures d'amis, de manière comme ça bénévole, parce qu'il aimait écrire. Il travaillait sur des archives, en fait. Et donc, tout d'un coup, il s'est dit, tiens, ça serait quand même intéressant d'être rémunéré pour faire ce travail-là. Mais aussi parce que il m'a proposé aussi donc, des script doctors, et très rapidement, il a parlé d'argent. Et en fait, j'ai trouvé ça, comme disait Olivier tout à l'heure, très rassurant. C'est-à-dire que c'était très rationnel. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un comme ça dont j'ai besoin. Tout à l'heure, je parlais d'efficace, de radical. Et donc, la première radicalité, c'était on parle d'argent, donc je vais te donner 2 jours, 1 jour. Et voilà, par rapport au travail, j'ai trouvé ça intéressant et riche d'emblée, quoi. Et puis après, comme une monteuse, en fait, rapidement, je trouve, rapidement, on se sent en confiance ou pas avec la personne avec qui on commence à travailler. C'est-à-dire que moi, je lui ai envoyé donc, là où j'en étais de l'écriture. Et ce qui m'a fait en retour sur une page, un mail, je me suis dit, c'est bon, quoi, j'ai envie de travailler avec lui. Parce que c'est ça que je cherche. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on attend, de quoi on a besoin à cet endroit-là du film, selon si on est au tout début de l'écriture ou un peu au milieu comme moi je l'étais. Donc c'est surtout un rapport de confiance et de légitimité, quoi. Est-ce qu'il peut intervenir à cet endroit-là du film ou pas ? Olivier, tu voulais répondre à cette question qui ne t'a pas été posée. Oui, mais si, elle m'a été posée indirectement, parce que c'est la question de l'imposture. Et donc, je pense qu'il n'y a rien qui délivre de l'inquiétude de l'imposture, et même un diplôme. Après, on est dans des métiers, effectivement, de famille ou de réputation, et donc il y a des... Mais c'est la confiance de base de la rencontre qui va pouvoir faire sentir à l'auteur si il se sent d'entamer une collaboration ou pas. Moi, je pense à la phrase de Lacan, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Je pars du principe que l'auteur ne s'autorise que de lui-même, mais le script doctor aussi, et on pose sa plaque, on peut être mauvais. On a le droit. Et c'est le producteur et l'auteur qui prennent le premier risque. Il y a une autre question. Oui, bon, moi, désolée Olivier, je vais revenir au contrat de mariage. Parce qu'en fait, je suis un petit peu troublée en vous écoutant et en pensant à la question qu'a posée Colette. Je trouve qu'on ne peut pas, d'une part, d'un côté, se dire il faut bien qualifier la place de ses collaborateurs. Ce ne sont pas des co-auteurs, c'est de la consultation, c'est une forme d'accompagnement, et se dire ça, voilà, il faut que les choses soient dites et qualifiées. Et d'un autre côté, se satisfaire de ce flou qui fait qu'au niveau de la GSA, il n'y a pas de case qui correspond, qui donne la possibilité légale, réglementaire, de payer ce travail en droit d'auteur. Et moi, je me dis, pour moi, une des conclusions de cette rencontre, ce serait de se dire, il faudrait qu'il y ait à un moment donné une sorte d'expression collective des personnes qui font ces métiers. Et c'est pas un hasard qu'on puisse se le poser maintenant ou en documentaire, ça se développe, pour en gros aller voir les AGSA et leur dire, ben voilà, nous on fait ça, on n'est pas des co-auteurs. On se considère pas comme dans un lien de subordination avec les producteurs. Fabriquez-nous une case pour payer ce travail, parce que ça pose quand même la question du statut social de ces personnes, de leur retraite, de leur cotisation. Et je trouve que c'est pas satisfaisant de garder cette espèce de zone d'ombre qui fait que peut-être même qu'on va demander à ces gens de facturer avec une structure qu'il faudrait qu'ils créent ad hoc pour faire ce travail. Enfin, c'est pas satisfaisant, je trouve. Et pardon, je complète ta question. Je t'en prie. Sur le fait également que c'est pas seulement des réalités fiscales et sociales, etc., mais c'est aussi la question du générique du film. C'est-à-dire que, en gros, si ce flou persiste, on peut très bien se retrouver à faire ce travail d'accompagnement à l'écriture, effectivement rémunéré en droit d'auteur, dans un terme où il va y avoir une espèce de truc un peu flou, et si personne contrôle, ce ne sera pas très grave finalement. Et au générique, comme on n'est pas co-auteur, en gros, on est soit co-auteur, soit un peu invisible, parce qu'il n'y a pas de terme, et que c'est dangereux de mettre un terme qui ne soit pas le bon au générique, parce qu'il y a aussi le CNC derrière qui demande des comptes, etc. Donc je pense effectivement, tu as raison, c'est une vraie question qu'il faut peut-être continuer à penser collectivement, et peut-être combler ce flou.
Nicolas. Moi, je suis très demandeur. Je trouve la remarque tout à fait pertinente. C'est-à-dire que la question, on fonctionne, l'audiovisuel fonctionne avec des terminologies précises, avec derrière les terminologies des missions précises. Aujourd'hui, on n'a pas de terminologie, on n'a pas de mission. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et c'est bien du coup, effectivement, je trouve autour de ce débat, de voir quelle est la réalité de ce type d'accompagnement. Où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête, exactement ce que je disais au départ, pour voir effectivement ensuite comment on le qualifie, peut-être une terminologie. Alors, je ne sais pas si script doctor est peut-être ou pas la bonne terminologie. Peut-être, ceci dit, qu'il existe déjà une terminologie dans la nomenclature longue comme une constellation de l'audiovisuel. Ça aussi, éventuellement, si elle existe dans la nomenclature de la convention collective, ça veut dire qu'il y a possibilité de le rémunérer en salaire. Donc c'est quand même aussi une chose. Après, donc, il faut voir si effectivement ça correspond au travail dont on parle aujourd'hui. Et s'il n'y en a pas, ma foi, effectivement, il faut peut-être, comme il y en a eu pour les auteurs d'audiodescription, créer ce métier-là, ou en tout cas, c'est une discussion métier en fait, en réalité. C'est savoir quel est le contenu de ce métier, qu'est-ce qu'il apporte, est-ce qu'il y a une implication sur le plan du droit d'auteur. Et maintenant, sur le générique, c'est un peu différent, parce que c'est une question ça touche à la fois le droit d'auteur et rien du tout, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle qui ordonnance un générique. Il y a les usages, et en règle générale, on fait comme a fait le film précédent, qui a fait comme le film précédent, etc. Donc on fait un peu comme ça. Mais il a des conséquences pour le CNC. Mais il y a des conséquences, c'est-à-dire que par administratives. contre, l'auteur, lui, il y a quand même une règle qui régit le générique, c'est la seule, c'est que l'auteur du film doit être mentionné comme tel. Et il doit y avoir son nom, et c'est une obligation qui est d'ordre juridique. Si elle n'y est pas, il y a une sanction. Donc là, pour le coup, c'est une vraie règle du Code de la propriété intellectuelle. Donc si cette personne est co-auteur, mais qu'elle n'est pas mentionnée au générique comme co-auteur, là, effectivement, c'est un risque juridique. Mais si elle ne l'est pas, effectivement, là, dans les usages tels qu'ils existent au générique, il faut voir où et comment cette personne doit être mentionnée, parce qu'effectivement, il faut qu'elle soit indiquée, comme tu l'indiquais, tu en parlais tout à l'heure, il faut qu'elle puisse avoir une visibilité dans sa profession, vis-à-vis du cercle très fermé de l'audiovisuel. C'est une question de réputation et de profession, de carrière, quoi. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une fonction rattachée au générique pour qu'on puisse la voir et qu'elle soit visible comme telle. Ça, c'est important, effectivement. Là-dessus, je n'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais pour les grands spécialistes des génériques, je pense que ça peut éventuellement être un challenge. Il y a une question. J'en ai une petite seconde. C'est juste pour dire que Madame, elle a bien répondu, je trouve, au problème. Dès qu'il y a un texte, on peut être payé en droit d'auteur. Quand j'interviens en médiathèque comme romancier, si je lis un extrait de mon texte, de mon roman, je suis payé en droit d'auteur. Si je ne lis pas, je suis payé en salaire. C'est très très clair. Donc dès qu'il y a un texte, on est payé. Oui, et l'AGSA peut pas. Mais la manière d'être payé, c'est une chose. Le terme qui est employé, c'est-à-dire que, en l'occurrence, quand on travaille comme accompagnement à l'écriture en documentaire, tu peux être payé en droit d'auteur, mais ne pas être co-auteur. Et en l'occurrence, le terme qu'on va t'attribuer, il n'existe pas. Donc, tu ne peux pas être auteur. Mais tu n'as pas un contrat d'auteur, Céline. Alors, je ne sais pas, juste pour pas Juste, quand en long métrage, effectivement, on demande à un auteur, scénariste, de faire une consultation sur le film, nous rend une consultation. On s'arrête là, c'est une consultation. Et au générique, c'est consultation sur le scénario et le nom de cet auteur. Il a une fiche de droit d'auteur, il n'est pas admissible aux rémunérations proportionnelles parce qu'il n'est pas co-créateur de l'œuvre. En documentaire, peut-être qu'on n'a pas... donc moi, effectivement, je serais bien embêtée, je ne sais pas, dans cette nomenclature insupportable des postes qui existent aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'existe la notion de consultation sur scénario. Il y a autre chose aussi, c'est qu'en scénario de long métrage, vous avez plein d'auteurs qui ne rêvent pas du tout d'être réalisateurs, qui ne font que du scénario, qui sont des dingues de ça, qui aiment ça, qui ont et puis qui travaillent beaucoup, etc. Si vous allez leur dire, je te paye 3 jours de salaire, ils te regardent, tu étais devenue folle. Donc voilà, c'est droit d'auteur. En revanche, c'est vrai qu'en documentaire, c'est beaucoup plus mélangé, auteur, réalisateur, souvent. D'ailleurs, c'est très régulièrement la même personne, sauf si on part sur des choses les nouvelles formes hybrides, mais
Donc là, effectivement, se pose toujours la question, et c'est pas toujours le producteur qui impose, mais la personne qui dit oh, mais moi je préfère des droits d'auteur, non mais moi je préfère un peu, j'ai besoin d'heures. Bon, on sait comment on se dépatouille, voilà, aussi de ça. Donc, mais ça pose la question du flou. Par contre, je ne vois pas pourquoi, que ce soit un salaire ou que ce soit un droit d'auteur, il n'y ait pas déjà la définition du poste, c'est-à-dire que tu dois retrouver dans le générique. Oui, mais disons que l'usage peut faire que, étant donné qu'il n'y a pas de rémunération proportionnelle, donc on n'est pas nommé co-auteur, et comme il y a une espèce de flou et que le CNC ou les AGSA peuvent parfois dire « Attendez, c'est quoi ça c'est co-auteur, c'est pas auteur, tout ça », j'ai l'impression qu'il y a une zone où on ne sait pas comment appeler ça. Et du coup, ça n'apparaît pas clairement. Non, mais un producteur n'a jamais intérêt à faire disparaître du générique un co-auteur. Je veux dire, au contraire. S'il n'y a pas de contrat d'auteur en face, tu peux pas être co-auteur. Non, mais si tu as un salaire encore plus, t'es encore. Alors là. Et tu peux pas être co-auteur du film si tu n'as pas un contrat d'auteur. C'est-à-dire que si oui, c'est. Ça. Non, mais c'est ça. Si c'est un salaire pour une consultation, un accompagnement à déterminer de 3 jours, comme fait Olivier, c'est-à-dire qu'il se fait payer au salaire de monteur sur 3 jours parce qu'il travaille en échange direct avec l'auteur, que ça, pareil, sa participation à l'œuvre n'est pas significative, lui donne pas des droits, blabla, à rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre, rien ne l'empêche d'être payé en salaire. Et c'est pareil, c'est l'intérêt de tout le monde. Enfin, je ne vais pas aller le mettre dans les remerciements, c'est complètement débile. Je peux au contraire montrer que... Non, mais c'est parce que tout à l'heure, on parlait de ça à table. Quelqu'un qui s'est retrouvé au remerciement alors qu'il avait fait une consultation, enfin, un accompagnement, truc. C'est complètement débile. Tout mon intérêt à moi, c'est, à chaque fois, surtout que je peux justifier d'une rémunération, c'est de bien l'indiquer clairement. Oui, mais là, en l'occurrence, on a un flou de terminologie. C'est ça que je voulais dire. Enfin bref, on ne va pas y passer là. Non, mais c'est vrai. Je dis juste 2 choses. Moi, quand j'écris une fiche de lecture, je considère que je suis auteur de la fiche de lecture. C'est ça le texte que je produis. Je suis auteur de rien d'autre. Et quand je travaille sur une longue durée, enfin sur une durée plus que ce truc ponctuel, après on s'arrange. Si c'est fiscalement des droits d'auteur, du salaire, c'est pas facile. Mais en tout cas, je me considère moi-même comme salarié. Et dans la relation symbolique et tout, voilà, je suis salarié. Et quel terme du coup? Ah ben c'est ça, j'ai pas la réponse. Ah. Il y a coordinateur d'écriture, je crois, ou dans la convention audiovisuelle là, des salaires. Coordinateur d'écriture, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, voilà, directeur artistique, mais c'est pas tout à fait ça. Non, ça, mais on est là en fait pour inventer un truc. Donc, on est là pour inventer un métier là aujourd'hui. Non, moi simplement, je pense qu'il y a 2 endroits, quoi. Enfin, je pense qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une question de durée et de responsabilité. Donc, si on est co-auteur, on est engagé sur une durée illimitée et on ne connaît pas la fin. Donc voilà, on est engagé avec l'auteur. Et si c'est juste en consultant, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours en fonction de ce qui est nécessaire par rapport au dossier, quoi. Mais justement, je me permets de rebondir parce que c'était un peu le sens de ce que je voulais demander. Ah, pardon. Je voulais demander à Olivier, qui a évoqué tout à l'heure un peu le contenu de son travail et la manière dont ça s'organise, cette collaboration. Parce que toute cette dimension juridique, elle est extrêmement importante, essentielle. Mais il y a aussi après toute la relation qui se met en place. Comment on fait pour évaluer le temps dont on va avoir besoin pour apporter les soins dont a besoin le scénario, et est-ce que ça se remet en question au fur et à mesure du travail ou pas, en fonction des expériences? J'imagine que c'est un peu à la carte. Est-ce qu'il y a aussi des moments où ça ne va pas dans le sens qui était attendu au départ et du coup la collaboration n'aboutit pas? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu des détails sur comment s'organise ce contenu en dehors de toute cette forme juridique? Il y a 2 choses dans ce que tu me demandes. C'est effectivement là, le temps, l'engagement, l'estimation a priori du temps que ça va prendre et dans quoi je peux m'engager ou pas. Là, je dirais encore que l'argent est juge de paix. C'est-à-dire que encore une fois, comme un monteur, on dit, bon, en gros, on a 6 semaines de montage en budget. On te paye 6 semaines. Si ça déborde, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à 8 ? Parce que c'est ce qui se passe souvent dans les docs 52 de moyen budget. Et souvent, la réponse du monteur, c'est oui. Donc moi, je suis un peu sur ce même régime-là. C'est-à-dire que ça déborde souvent.
Avec l'expérience, j'apprends à juger a priori de ce que de ce dont on va avoir besoin. Mais en gros, moi, je conviens de quelque chose au début, et puis si vraiment il y a un gros débordement, on en rediscute, on renégocie. Mais en gros, effectivement, ou alors il n'y a plus d'argent, et à un moment, ça me protège et ça me permet de m'arrêter et de ne pas être co-auteur et de ne pas être lié à vie avec l'auteur ou le projet. C'est très important et voilà. Ça, c'est la première partie de ta question, je crois. Et la deuxième question, c'était si ça aboutit pas, ou si ça aboutit ça pas. peut arriver que ça aboutisse pas. Oui, bah oui. Et je revendique ce droit-là parce que encore une fois, comme un docteur, comme un médecin, j'ai des obligations de moyens, j'ai pas des obligations de résultats. Je suis pas auteur, je suis pas producteur, je suis vraiment libre de ça. Et du coup, ça me détend vachement. Et dans plus de 90% des cas, ça s'est très bien passé. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, parce que moi aussi, j'ai refusé des collaborations, parce qu'il n'y a pas que l'auteur, c'est un choix, ça se fait à deux, enfin, une relation, ça se construit à deux. Il y a des projets que j'ai pas sentis, il y a des personnes que j'ai pas senties, il y a des producteurs qui n'étaient pas capables de me donner un bon cadre. Donc, j'ai renoncé à des choses. Et voilà, la plupart du temps, ça aboutit. Donc, je fais ma pub, mais c'est pas le but. Le but, c'est de dire que je ne me sens pas d'obligation de résultat. Je me sens des obligations de moyens. C'est aussi une façon de me protéger, parce qu'au fond de moi, il y a quand même un fort désir que ça marche. Il y a une question dans le fond. Non, c'est pas une question, c'est une remarque sur le terme à employer. Dans la liste des métiers qui relèvent des annexes 8 et 10, si la solution c'est de salarier, il faut, je pense, tout simplement se retourner vers les organisations syndicales et patronales qui déterminent et qui remettent à jour ces listes. Je pensais à la fonction d'étalonneur qui, pendant très longtemps, ne relevait pas des annexes 8 et 10 parce que c'était des salariés des laboratoires, donc il n'y avait pas de raison que ça soit le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc il y a des demandes de formuler pour que le métier d'étalonneur puisse relever l'annexe 8 et 10. Donc je pense c'est tout à fait possible d'envisager un changement de la nomenclature et de mettre ce métier-là. Alors après, je sais que dans la liste des métiers, il y a conseiller artistique à la réalisation. Donc je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais en tout cas, je pense que c'est totalement possible de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce flou et qu'effectivement, pour les consultants qui souhaitent être salariés sur des projets, ça puisse se faire. Nicolas, tu voulais... Non ? Je ne connais pas par cœur cette liste, mais conseiller artistique à la réalisation, ça me semble effectivement à peu près correspondre à ce dont on parlait. Enfin, je ne suis pas à la nature du travail, en fait, on est un peu dedans, mais voilà. Mais c'est pas... Ah oui, mais on parle en doc, on parle de la réalisation. C'est vrai. On projette la réalisation. On va pas résoudre le problème aujourd'hui. On va faire un groupe de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. C'est dommage, parce que c'est comme si nos scripts étaient malades, et c'est pas... Donc pour moi, le script docteur, depuis que ça existe, je n'arrive toujours pas à m'habituer à ce mot que je trouve vraiment très négatif par rapport à... D'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de soins, donc on est déjà là-dedans, voilà. Et donc soigner un scénario, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne idée, c'est quand même pas ça l'idée, il n'est pas blessé, il n'est pas... Voilà. Donc je crois que script doctor, c'est peut-être bon pour les Américains, mais pour nous, ça ne me paraît pas l'idéal. Voilà. C'est parce que tu n'es pas assez orientaliste. Parce qu'il paraît, je ne sais pas, qu'en Chine, on paye son médecin pour aller bien et qu'on ne le paye plus quand on est malade. Alors que chez nous, c'est le contraire. On n'est pas en Chine, Mario. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions ? Alors en attendant, peut-être une autre question à venir. Moi, j'avais une question pour toi, Caroline. Excuse-moi. Dans la relation et le travail en cours, parce qu'on a parlé de la responsabilité de contractualisation, etc., du producteur, mais la place du producteur dans ce travail qui s'effectue dans la relation, etc., comment tu la qualifierais, toi ? Comment tu... Avec un micro. Comment vous dire ? Effectivement, il se trouve qu'en documentaire,
je n'ai jamais eu, ni les auteurs avec qui j'ai travaillé, eu besoin de faire appel à des consultants. Mais il y a des aventures où on accompagne un auteur, où on guide un texte, mais parce qu'on a défini un objectif commun. On ne travaille pas de la même façon si, avec l'auteur, on est d'accord pour aller prendre des petits sentiers détournés, prendre un peu, voilà, faire l'école buissonnière pour amener un film hors des cases, hors cadre, enfin, dans une création très libre, en fait. Là, on accompagne. Parfois, on s'épuise. Parfois, on n'y arrive pas. On se sépare, on s'arrête. Et puis, l'auteur reprend sa liberté. Ça se passe très bien, en général. Parfois, on arrive à aboutir ces petits bijoux, je dirais. On est très heureux. Et puis, tout s'est très bien passé, etc. Quand on est sur des films, je dirais... plus formaté, mais où l'auteur a conscience aussi qu'il va dans une direction où de toute façon s'affranchir du cadre, ça va être compliqué, parce qu'il est comme moi, il regarde la télé, voilà, et il sait que, bon, on essaiera toujours, parce que c'est le jeu et que c'est aussi ça qui nous anime, bousculer un peu la case, bousculer les cadres, etc. Mais enfin, il ne faut pas rêver, on ne va pas... on ne révolutionnera pas par un projet, ça ne se passera pas comme ça en tout cas, une case de destination pour un grand format d'histoire, un science, bon. Il y a des espaces de liberté encore à la télévision, il ne faut pas exagérer, il y en a quelques-uns, on se plaint toujours, ils sont réduits et c'est vrai, en même temps il y en a qui se rouvrent là, sur France 2, la nouvelle case qui est très libre et qui permet des choses qu'on avait un peu oubliées sur France Télé. Il y a toujours les lucarnes. Enfin, je veux dire, il reste des moyens. On a des systèmes d'aide et de soutien, enfin, le développement, le FAI, à l'écriture, au développement renforcé. Enfin, je veux dire, on a des moyens à notre disposition qui nous permettent toujours de nous confronter, de ne pas rester seuls d'ailleurs dans la relation à l'auteur. C'est-à-dire que moi, je suis jamais autant ravie que quand il est sélectionné dans une résidence, un forum, etc. Il va pitcher, puis là, il va bien voir que merde, ce qu'on lui dit par ailleurs, c'est un peu ce que lui dit sa productrice depuis un petit moment. Et donc, bon, bah voilà, super, on repart très content, puis on s'y remet, il n'y a pas de problème. Le clash, quand il se produit à l'écriture, il faut s'arrêter. Il ne faut pas s'entêter. C'est super compliqué de produire un film, on s'en prend plein la tronche, il faut quand même de temps en temps se dire qu'on va avoir besoin d'être solidaire, parce que celui qui garde quand même le pouvoir, ça reste le diffuseur. Je veux bien qu'on se la raconte autrement, mais... Hein. Et donc, à un moment, cette solidarité entre le producteur et l'auteur, il faut qu'elle soit sans faille. Si ça va pas bien, si on n'est pas d'accord, et si j'arrive à devoir contraindre un auteur en lui disant « tu vas prendre un script docteur et tout », ouais, je fais pas mal. Hein. Je sais faire comme ça des fois. Pas toujours, mais des fois. Si on commence comme ça, waouh, enfin, je veux dire, un documentaire, ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Des fois, oui, il y a la chance, mais pas toujours. Donc, il vaut mieux s'arrêter. Alors, du coup, avant de s'arrêter, quand on ne s'arrête pas, peut-être, du coup, je peux vous poser la question à vous plutôt, ou en tout cas, la pousser un peu, cette question. Est-ce que dans la relation de travail, cet accompagnement à l'écriture, la place du producteur, son rôle, sa manière d'appréhender les choses, elle est importante à définir au départ ? Ou est-ce que c'est une relation à deux ? Vous comprenez pas ma question ? Je la comprends très bien, ta question. Si, c'est une relation, pour moi, ça marche bien que si c'est une relation à trois dès le début. Enfin, c'est-à-dire que le fondement se fait à deux, il y a une intimité dans l'écriture, comme il y a une intimité dans la salle de montage, j'arrête pas de comparer. Hein. Il y a cette intimité-là qui est absolument nécessaire à sentir qu'on peut la vivre. Mais par ailleurs, s'il n'y a pas le juge de paix, en tout cas la personne qui emmène le projet sur tous les marchés, chez le diffuseur, enfin bref, qui a la garantie de bonne fin en plus. Si le producteur, je ne peux pas bâtir une relation sans le producteur s'il y a le producteur. Après, ça m'arrive de travailler directement avec des auteurs qui n'ont pas encore de producteur. C'est encore autre chose. Mais voilà ma réponse, elle est claire. Voilà. Tout à fait. Bon, pour mon expérience, il n'y avait pas encore de producteur au moment où j'ai sollicité le script doctor, donc ça se passait bien avec le producteur, en l'occurrence.
Alors moi, j'ai payé directement le script doctor. En fait, c'était un vrai engagement, quoi. Pardon ? Le distributeur de billets. Tu accompagnes l'auteur au distributeur de billets. Nicolas, tu voulais réagir? Oui, parce que il y a une chose quand même. Je voulais quand même offrir des perspectives quand il y a un problème, parce qu'on a beaucoup parlé de problèmes, mais après, une fois que le problème se déclenche. Mais ça a dû te faire du bien qu'on parle pas trop de problèmes. Bah si, mais bon, je suis quand même là pour les résoudre. Alors, enfin, essayez plutôt. Je ne peux pas non plus me porter la charge du monde. Non, c'était juste quand même pour dire, parce qu'effectivement, des questions de place, de la personne qui coécrit, ou pas d'ailleurs, la personne qui accompagne, effectivement, parfois ça tourne mal. Il y a la personne qui revendique la qualité de co-auteur et l'auteur d'origine qui n'est pas d'accord. Je la fais courte, mais c'est souvent, ça nous arrive. Et effectivement, il y a des conséquences. C'est que effectivement, derrière, il y a la question de savoir si on fait un contrat d'auteur ou pas. Il y a la question de comment on mentionne au générique. Et bien sûr, comment on partage les droits à la SCAM. Donc tout ça a des conséquences qui peuvent être quand même assez embêtantes, voire très ennuyeuses pour la suite de la production. Sans compter que le producteur doit aussi des comptes au CNC, aux diffuseurs. Et donc tout ça peut avoir vraiment des répercussions importantes. Donc ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est pas forcément facile de trancher, parce qu'il y a un peu il y a effectivement des choses qui se font pas, mais il y a aussi beaucoup de psychologique. Et il y a quand même des possibilités de régler ces problèmes-là. Et donc, je voulais en indiquer une piste qui est assez, maintenant, que j'espère en tout cas est connue, qui est la MAPA, l'Association de médiation et d'arbitrage de la profession audiovisuelle. C'est un organisme qui est une association entre des organisations de producteurs et d'auteurs, dont la SCAM fait partie, mais aussi dont font partie des syndicats de producteurs, le SPI, l'USPA, le SATEV, d'ailleurs aussi, même les agences de presse audiovisuelle font partie maintenant, ainsi que la SCAM et la SACD aussi pour la partie fiction. Donc il ne faut pas hésiter, dans ce cas-là, producteur ou auteur, de saisir cet organisme. Cet organisme se charge de faire une médiation et de l'organiser. Les médiateurs sont des représentants d'auteurs et de producteurs. Ce sont des personnes qui ont été formées à la médiation et qui, je dirais en règle générale, convoquent les personnes. Il y a une bonne séance d'explication qui dure à peu près une demi-journée. Et puis, au terme de cette demi-journée, il arrive même assez souvent que se signe une transaction. Et ça permet donc, du coup, de continuer le film. Parce que le film peut vraiment... distributeur, donc. Donc le film peut vraiment être en danger sur ces problèmes-là. Donc, c'est pas à négliger, je pense. Et ça peut déterminer vraiment la suite. Et c'est donc important de savoir qu'on a cette structure-là qui existe, qui est un vrai outil en cas de conflit et quand on n'a plus la maîtrise des choses. Maintenant, c'est sur le contrat. Maintenant, tout à fait. Maintenant, la plupart des contrats, effectivement, comportent cette clause. Le modèle du contrat de SCAM, là, bien sûr, la SACD aussi. Mais voilà, je voulais quand même indiquer cette piste qui est importante. Au-delà de ça, quand le conflit, le litige est vraiment sur la question du partage de droits, à la SCAM aussi, on a notre propre structure interne de médiation. Donc on s'occupe effectivement d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les auteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent se partager les droits et qu'on puisse verser les droits, parce qu'évidemment, s'il y a un litige sur le partage, il n'y a pas de versement. Voilà, on attend que les auteurs trouvent un accord pour pouvoir verser les droits. Et en règle générale, on organise effectivement soit directement une médiation, c'est-à-dire que moi ou mes collaborateurs, on essaie de trouver un terrain d'entente, soit on fait venir vraiment des auteurs qui vont eux-mêmes être médiateurs pour essayer de trouver un terrain d'entente. En règle générale, on finit aussi toujours par trouver une solution. Sachant qu'après, ça prend plus ou moins de temps. Mais c'est, voilà, je voulais quand même indiquer qu'il y avait cette perspective-là, que tout ne s'arrête pas au conflit et que, parce qu'il reste toujours le film, quoi qu'il advienne, et qu'il faut quand même parfois, du coup, pas hésiter à faire appel à ces outils. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça va être l'heure de rendre l'antenne. Non, on a encore un peu de temps pour une question, si elle existe. Ouais.
C'est pas une question, c'est juste le fruit de mon expérience. Quand vous avez terminé, quand l'écriture, moi je parle de la fiction, hein, pardon, ici je sais bien que c'est plus le documentaire, mais quand l'écriture du scénario est terminée, il y a un certain nombre de gens, alors on découvre avec surprise, parce que les producteurs ne tiennent pas toujours au courant, qu'il y a un certain nombre de gens ont participé à l'écriture, ont des contrats d'auteur, et on arrive à des sommes, si on additionne tous les droits d'auteur que les gens veulent, on arrive à 200%. Alors le conseil que je vous donne, c'est avant toute chose, réunir tout le monde autour d'une table, par exemple à la maison des auteurs, ou dans un bistrot, et puis essayer de dire à tout le monde, voilà, on est à 200%, qui va lâcher un peu, voilà. Et puis ensuite, si vraiment les gens s'engueulent et se tapent dessus, alors on va à la MAPA, puis après... ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que ça c'est quand même de plus en plus... c'est une demande de plus en plus fréquente. C'est par ailleurs un sujet qui a été beaucoup discuté avec les sociétés d'auteurs, avec la SACD, en l'occurrence pour la fiction. La fiche généalogique de l'œuvre, elle doit être tenue précisément. Et c'est un bien pour tout le monde, parce que quand on part un peu enthousiaste, la fleur au fusil, ouais, super, youpi, on va faire un film, c'est génial, et tout, alors machin intervient, bidule, et bon, de bonne foi, même à la fin, tout le monde est là, et dit, mais qui a fait quoi déjà? Où j'en suis? Enfin bon, j'ai grossi un petit peu le trait. Mais cette fiche généalogique, ça paraît un peu, c'est pareil, procédurier, blablabla, n'empêche que c'est un outil... très pratique, qui permet, pas de résoudre tout, mais en tout cas de garder en tête et en mémoire les strates. Voilà. Parce qu'il y a un moment, ça dépend aussi du temps que dure l'aventure, mais on peut se dire, il y a des scénarios qui prennent 5 ans, il y a 22 intervenants dessus, bon, puis après il y a des scénarios où tout se passe très bien, 2 auteurs, ils ont tout fait, et ça s'est bien passé. Donc, bon. Mais quoi qu'il arrive, le flou est toujours un problème. Donc, Moi, j'ai une question, du coup. Ah, pardon. Anna. Non, mais c'était quand même pour revenir sur le flou, mais je précise, je le fais aussi parce que moi, ça m'arrive de me dire que j'aimerais bien, comme Olivier, être script doctor, et j'ai eu plusieurs propositions, puis finalement, ça s'est pas fait. Enfin bon, bref. Mais moi, je sais que... Moi, j'ai pas de conseils à donner, mais par contre, j'ai vraiment une attente en tant que potentiel script doctor un jour, en documentaire. Et moi, j'aimerais vraiment que ce flou soit résolu, parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on est du côté du salariat, c'est simple. Effectivement, il y a peut-être à introduire une catégorie dans l'annexe 8 ou 10. Le salariat, comme vous l'avez bien dit, personne ne viendra jamais reprocher à quiconque de payer en salaire une consultation. Mais j'ai vraiment l'impression que le flou, il est dans la possibilité de payer en droit d'auteur un travail à quelqu'un qui n'est pas co-auteur d'une œuvre. Et moi, je regrette. Je pense qu'on fait avancer les choses en précisant ça. Et peut-être que la SCAM, du coup, je m'adresse à toi, Nicolas, peut-être que ça peut être, à un moment donné, une consultation entre la SCAM et la GESA, parce que moi, j'ai participé avec l'association ADOC qui est là, à la rédaction d'un guide sur la rémunération des réalisateurs qui accompagnent leurs films. Et c'était vachement utile, parce que, comme Caroline, je suis convaincue qu'il faut qu'on connaisse tous le droit, auteur, producteur, etc. Et je pense que là, il y a un champ qui n'est pas non plus un énorme chantier, qui permettrait aux producteurs de s'y retrouver, de savoir quel intitulé ils mettent, s'ils se mettent un peu potentiellement dans les limites des règlements en payant en droit d'auteur cette prestation, appelons-la comme ça. Enfin, vraiment, j'ai envie d'enfoncer le clou là-dessus, parce qu'en plus, je pense que c'est pas si compliqué de faire avancer la chose. Oui, il s'agit plus d'une évolution des pratiques, et donc de quelque chose qui n'a jamais été vraiment qualifié, que d'un endroit qui résisterait sans raison à quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais bien poser une dernière question, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, et j'ai une question. Parce qu'on a beaucoup parlé de statut, voilà, tout ça. Mais je voulais savoir, parce qu'il y a une autre question, c'est combien ça se paye. C'est aussi, tu as parlé tout à l'heure d'évaluer ça en termes de journée de montage, etc. Mais c'est quelque chose qui est encore pas établi clairement, ce qui est logique, puisque effectivement, c'est pas encore vraiment qualifié. Ma question, c'était, est-ce qu'en fiction, il y a des grilles ou quelque chose, des usages, est-ce que c'est aussi un peu flou, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées, proposées Non, il y a une négociation.
Non, mais je veux dire, ça dépend du statut de l'auteur, de sa notoriété, de ce qu'on va lui demander. C'est-à-dire, on peut demander une consultation avec juste une analyse des problèmes. On peut lui demander quelque chose qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire une analyse, mais aussi les pistes de par où ça devrait aller. Enfin, je ne sais pas, voilà, mais ça dépend des moyens que vous avez, à quel moment ça se passe dans le scénario, parce que quand vous avez déjà, enfin, moi ça m'arrive, 80 000 € dehors pour un scénario de long métrage, ben, vous commencez à vous dire, ça va être compliqué de payer en plus une consultation, mais ça peut être 10 000, 15 000, enfin, voilà, moi c'est à peu près... Mais on demande un travail précis, enfin, pas un truc de... Comment vous disiez tout à l'heure merde, pas un opportunisme, mais un imposteur, je ne sais pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un outil sur le scénario qui doit vraiment nous permettre d'avancer et déclencher. Après, c'est toujours pareil. Ça se sait, on se renseigne, on appelle des copains producteurs. Est-ce que tu as eu une consultation? Est-ce que c'était bien? Est-ce que ça a été utile? Voilà, on est pas chercher. Enfin, on fait comme pour tout le reste de nos collaborations. On cherche l'idéal pour voilà, puis la sensibilité et puis tout ça rentre en jeu. Mais c'est une négo. Après, il y a des gens qui travaillent pour moins cher, mais qui vont peut-être faire juste parce qu'on sent qu'il y a moins de problèmes. Enfin voilà, je ne peux pas vous dire. Non, la fourchette, elle peut être, j'imagine, assez large. Merci. Oui, il y a une question là-bas. Ce sera la dernière. Bonjour, moi je voulais juste parler de l'animation. Il y a un poste qui existe en animation, ça s'appelle le directeur d'écriture. Donc il intervient en général la Bible, les intentions, le concept, on va dire, est écrit sur l'animation, une série ou autre. Et donc il coach le pool de scénaristes qui va travailler sur la série. Il peut être amené à reprendre certains scripts, voire en partie, voire en totalité. Et là, il est salarié par la production. Son poste existe aussi dans la convention collective et la rémunération, c'est environ 3 400 € bruts par mois à temps complet. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée comment ça se passe en animation. Merci. On mettra ça au dossier du groupe de travail que Anna Feyou vient d'initier. Donc, merci. Bon, il va être temps de clore cette table ronde en vous remerciant encore une fois d'avoir été là cet après-midi, en remerciant chaleureusement tous les quatre d'avoir été là et témoigner de vos pratiques, expériences et compétences. C'était la dernière table ronde. Je ne sais pas, Céline, si tu veux dire quelque chose. Non, c'était la dernière table ronde, donc des rencontres. Merci à tous et puis on va continuer à réfléchir à tout ça à différents endroits. Merci.